Zénith, nouvelle rencontre ce matin avec la grande équipe encore au complet et avec laquelle nous partagerons, vous le savez, les sujets qui gravitent autour du Cameroun et autour du monde en même temps. Nous serons plus que jamais proches de vous pour vous signifier notre amitié, notre fraternité, notre passion effectivement, c'est celle de vous informer efficacement mais surtout vous donner la bonne information recoupée à bonne source. Allez, on va bien commencer ce matin, je vous le disais. Il y a quand même des sujets aussi importants dont vous aurez la lourde responsabilité tout à l'heure de les partager avec nous à travers vos différents commentaires. Vous remercier parce que vous êtes des milliers tous les jours à nous laisser vos commentaires sur nos pages Facebook pour Radio Equinox ou encore même sur 10-12 le Zénith. Nous vous rassurons aussi qu'avec nous, oui, pour ceux qui vous lisent après, nous prenons toujours le temps de vous répondre et vous dire combien votre amitié, votre amour, votre partage et surtout la fidélité qui oui, justement, qui est entre vous et nous, est plus que jamais respectée. Aujourd'hui, c'est la Cameco qui est plus que jamais touchée et interpelle rapidement le ministre des Finances à y mettre encore un peu l'entreprise de sous-perfusion, question de mieux comprendre ce qui s'y passe. Vous le savez également, hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a à nouveau fait une sortie où il a cette fois-ci pointé du doigt sur les organisations non gouvernementales, mais plus que jamais sur Equinox Télévision ou encore radio. Merci de cela. On le sait, il y a des dons de l'OMS qui font parler tout le monde sur Internet. Vous entendrez parler, madame, messieurs, mais surtout des agents du Covid, on dira des agents, comment on dit ça, des personnes, le personnel justement de santé qui autour des malades du Covid se plaignent de ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui de façon efficace tout le matériel nécessaire. On va également saluer quand même l'une des initiatives qui semble être de plus en plus courue sur Internet, un mémorandum rédigé par les caciques entre guillemets du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Nord. On parle de la ligne du Nord qui cette fois-ci s'insurge contre un certain nombre d'éléments manquants dans cette partie du Cameroun. On reviendra sur ce sujet, madame, messieurs, dans cette édition. Question de mieux comprendre ce qui s'y passe. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. C'est 10-12 le Zénith chez vous. Et c'est 10-12 le Zénith avec Charles-Amel Badjou que nous retrouvons ce matin. Bonjour Charles-Amel et bienvenue chez vous. Bonjour monsieur Michel Ngachou et bonjour à tous les téléspectateurs. Du jamais vu, tel peut être le titre d'un film au Cameroun. 14 janvier 2020, on a eu l'assassinat de Boris Kevin Johnny Tchakounté par son élève de ce côté d'un Colbison. Avril 2020, l'élève en question n'est toujours pas derrière les barreaux. Il se balade en toute sécurité dans la capitale parce que neveu d'une haute personnalité de la République. Tandis que les assassins de John Tinche Esther, celle qui avait été tuée à Mimboman, sont depuis derrière les barreaux au niveau de Kondengui. Justice à double vitesse ou à deux leviers, point d'interrogation, qu'il profite de ces balades, nous dit-on de ce côté. Son dossier a disparu, son dossier judiciaire a disparu. Du jamais vu, c'est le don spécial du chef de l'État à son peuple. Étrange, on se pose la question de savoir comment un chef de la République, un président de la République peut faire un don qu'on qualifie du jamais vu. Mon Dieu, quelle insulte pour le peuple. Et enfin du jamais vu, le don spécial de 14 véhicules, 14 chauffeurs, dotation en carburant de l'OMS au Cameroun pour la lutte contre la Covid, des prados dont l'entretien seul atteint et avoisine 150 000 francs CFA. On donne pour se balader dans le Cameroun tout entier. Que cache ce don? L'acceptation de l'expérience des vaccins? Point d'interrogation. Ou tout simplement, on va le dire, scandale. J'invite les Africains et notamment les Camerounais à sortir de l'OMS et d'épouser désormais l'Union africaine de la santé.
En attendant, bien évidemment, qu'il puisse avoir cette organisation baptisée l'Union africaine de la santé, vous le savez, madame, monsieur, le sujet est plus qu'inquiétant. Et les Camerounais n'arrêtent pas. Les langues se sont déliées sur les réseaux sociaux quant à ces sujets. Non seulement, de l'autre côté, un don spécial, entre guillemets, le terme don fait problème. On aurait bien pu dire une initiative du chef de l'État. Et lorsqu'on parle d'un don du chef de l'État, on s'attend à ce que, enfin, au moins un procureur de la République puisse saisir qui des droits pour qu'on sache exactement d'où est parti l'argent, comment justifier ces fonds pour qu'on parle de dons aujourd'hui. Et à côté, c'est plus que jamais regrettable, Charles Amel Bachou, que l'on sache qu'un enseignant a été froidement tué par son élève et qu'aujourd'hui, le dossier de cet élève disparaisse sans qu'on ne sache exactement ce qui s'y passe. Il faut plus que jamais interpeller les Camerounais à ouvrir les yeux sur les dossiers de ce pays. Balade dans vous allez le voir, c'est là où il se balade. En tout cas, le dossier judiciaire a disparu. On en reparle avec vous dans cette émission. Bombor Benga nous retrouve également. Plaisir intense, Bombor. Bonjour à vous et bienvenue chez vous. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Mais que voulez-vous, Charles Amel? D'abord, le ministre en charge des enseignements secondaires avait dit que c'était normal qu'on assassine son collaborateur parce qu'il n'était pas à son poste de travail. Il n'est pas le ministre. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Si votre autorité de tutelle ne porte pas plainte, il vous dit, bon, débrouillez-vous. Le ministère public, il est là, il est ce qu'il est. Bon, malheureusement, c'est ça le Cameroun. Mais le ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi, j'aime bien ce nom, Malachi c'est un nom biblique, comme Noé d'ailleurs. Mais bon, on ne cite pas trop Noé qui a sauvé le monde avant Jésus, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas le problème. Le problème véritable, c'est qu'il a dit que la contamination est communautaire et ça risque de faire des griefs. Très bien. Les communautés ont commencé donc à s'organiser pour faire face à Covid-19. Vous avez entendu Penka Michel. La diaspora a commencé à organiser pour alimenter les villages, les centres de santé. Oui, mais ce n'est pas tout. La diaspora camerounaise, qui est très dynamique, est encore allée plus loin. Ils ont créé une plateforme qu'ils appellent télémédecine. Citation, télémedcam. Ils disent, cette diaspora, elle dit qu'elle va procéder aux consultations par ligne. C'est-à-dire vont mettre à la disposition des Camerounais des téléphones, il y aura des médecins, parce qu'ils s'étaient inspirés de l'émission Equinox Soir qui avait mis en place dans ces multiples éditions des médecins de partout. Ils se sont donc rendus compte qu'ils avaient des frères et des sœurs du corps médical partout dans le monde. Comment les faire profiter? Comment faire profiter le peuple camerounais de leur expertise? Ils ont donc mis en place cette télémédecine-là qu'ils vont implanter pour que, justement, faire en sorte que le cafouillage qui règne au sein du corps médical camerounais aujourd'hui, vous avez la fièvre, la palu, le simple tout, y compris les anciens patients quand Covid-19 n'était pas encore né. Les médecins ne les suivent plus avec attention. Ils ont donc estimé qu'ils vont procéder à des consultations gratuites. Mais ils ne prennent pas en charge le malade, mais au moins pour que le malade sache qu'il est Covid-19 ou pas. Donc, ils vont procéder à cette consultation. Merci, mes frères et sœurs, mes enfants. Et comme ça, ensemble, on va vaincre cet ennemi. Ce matin, effectivement, nous allons saluer respectablement toute la diaspora camerounaise. Celle qui est en Europe, celle qui est aux États-Unis, celle qui est en Afrique et qui n'arrête pas tous les jours à nous regarder. Vous nous regardez avec beaucoup de plaisir et nous vous donnons également ce que nous estimions que c'est intéressant à vous donner. Étant donné que nous aussi nous sommes investis dans la réalité et au-delà de l'image, nous continuerons toujours à rendre compte. Merci de votre fidélité. Karine Santia est avec nous ce matin. Plaisir également retrouver. Bonjour Karine et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Très bien. Bon, si tout va bien, c'est rassurant. Allez, on va rapidement dire bonjour aussi à Dominique Audrey Oyengele qui est là. Bonjour Dominique et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je peux y aller? Oui, allons-y Dominique, alors, pas de souci. On L'histoire raconte du jour. l'histoire de Hilary. Elle est âgée de 26 ans. Elle raconte que le seul homme qu'elle a connu dans sa vie
Aujourd'hui, le père de ces 2 enfants est âgé de 32 ans. L'histoire commence alors qu'ils étaient encore étudiants et ils vivaient dans 2 villes séparées. Donc, le monsieur vivait à Yaoundé et elle vivait dans la ville de Douala. Elle dit que lorsqu'elle a réussi à avoir son BTS, son copain, son conjoint, son fiancé est venu la doter et elle allait s'installer avec lui. Elle a conçu dès les premiers mois de l'installation et 11 mois après, 9 mois après, elle a donné naissance à un bébé. Lorsque son bébé a eu 11 mois, sa belle-sœur qui a eu des problèmes dans son foyer avec son mari et ses 8 enfants s'est retrouvée à la porte. Donc, on lui a demandé si est-ce qu'elle pouvait héberger sa sœur. Elle a accepté, évidemment, c'est sa famille. Mais elle dit qu'à peine une semaine, l'installation de sa belle-sœur a été faite. Celle-ci a commencé à lui faire les reproches suivants. Je trouve que tu dors trop, je trouve que tu éduques mal ta fille en la laissant dormir jusqu'à 9h du matin. Tu mets trop de viande dans la nourriture de mon frère. Et également, elle a passé le temps à critiquer tout ce qu'elle faisait, critiquer même l'éducation que celle-ci donnait à sa fille. Elle raconte qu'elles ont eu Il y a eu des crépages de chignons à plusieurs reprises et elle a eu son 2e bébé. Lorsque la 2e grossesse intervient, il y a eu un problème, un gros conflit. La mère de Hilary est venue à la maison pour essayer de gérer la situation entre sa fille et son beau-fils. Et le problème s'est réglé et elle est rentrée chez elle. Sauf que sa belle-sœur est restée lancer une rumeur, appeler la mère du mari d'Hilary pour lui dire « La mère de ta belle-fille est venue ici et elle a mis des trucs dans les toilettes, un remède dans les toilettes pour tuer ton fils. » Conséquence, la mère d'Hilary s'est sentie tellement mal qu'elle a voyagé pour aller voir la belle-mère de sa fille et lui dire « Je suis prête à boire un caddie que je n'ai rien fait de tel. » La belle-sœur va plus loin. Elle dit à son frère « Toutes les fois où ta femme, entre guillemets, va te donner à manger, exige qu'elle mange d'abord. Parce que cette femme, je suis sûre, elle veut t'empoisonner. » Ce qui fait que lorsqu'elle mettait à manger pour son mari, il exigeait d'abord qu'elle mange. Et les jours où il rentrait, qu'elle était même déjà endormie, il venait la réveiller, lui dit « Viens d'abord manger ta nourriture là, avant que moi-même je ne mange ça. » Les problèmes sont allés tellement loin que Hilary est partie de la maison. Et avec son frère, il a décidé de louer une chambre à cette sœur qui causait des problèmes et lui donner un fonds. Un fonds et elle a ouvert un bar. Aujourd'hui, Hilary se plaint que son mari est devenu ivrogne parce que sa sœur, tous les soirs, lui donne à boire, tellement à boire. Et elle a dit à son frère que c'est pour faire mal à Hilary. Aujourd'hui, le problème qu'elle nous pose, c'est que son mari refuse qu'elle travaille. Elle n'a pas d'emploi. Il paye une cotisation pour elle. Elle aimerait savoir comment gérer cette situation. Est-ce que ce n'est pas toxique pour les 2 enfants qu'elle a aujourd'hui? Et comment faire? Est-ce qu'elle devrait continuer dans ce foyer malgré la dot? On vous a très bien suivi ce matin. Si vous permettez, la mention, c'est que sa belle famille ne veut plus d'elle parce qu'aujourd'hui, il y a le problème de village qui se pose. On estime qu'on ne veut plus d'elle, tout simplement. Les 2 sont dans la région de l'Ouest. D'accord. Aujourd'hui, ils sont à l'ouest Cameroun. On ne veut plus d'elle. Vous avez dit le problème du village. Oui. Le village. C'est quel village? La fille est de Bafang et le garçon est Baranté. Donc on ne veut plus. On ne veut plus d'elle. Pourtant, on l'a dotée et qu'on savait qu'elle était déjà de la précédente. Bon, on va s'accorder rapidement sur ce sujet. Bonbon Bengan. Rapidement, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de couple aussi. Et vous, qui êtes là avec nous ce matin, donnez-nous votre avis là-dessus. Oui, c'est une histoire, c'est des faits. On ne nie pas les faits. Mais j'allais dire, nous sommes en face de ce genre de situation tous les jours parce que c'est à l'envers. C'est lorsqu'il y a des difficultés dans le couple qu'on se rend finalement compte qu'en fait le mariage ce n'est pas 2 personnes. C'est là le problème. Au point où la fille, la petite sœur de monsieur qu'on amène, elle ne sait pas ce qu'on vient faire là. Le monsieur lui-même, l'homme lui-même, il ne sait pas pourquoi sa petite sœur vient, comment on arrange le foyer. La femme qui va en mariage elle-même ne sait pas. Précisément parce que le logiciel aujourd'hui voudrait que, ah ouais, n'est-ce pas, on s'est marié, n'est-ce pas, on s'est connu, le mariage c'est à 2. Je préfère aider vos frères de loin et tout. Et au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, on se rend compte qu'en fait, c'est le communautarisme qui encadre les mariés, la vie communautaire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on revient encore les villages. Et pourtant, vous me dites,
Ah oui, mais est-ce que l'amour a des limites? L'amour n'a pas de frontières. Oui, Voilà, mais qu'est-ce qu'on met donc dans amour, surtout quand on parle de mariage? Le problème qui se pose ici, c'est que en fait, lorsqu'une femme va en mariage, on l'accompagne. A-t-elle des petites sœurs qui vont l'aider à s'installer? Son mari a-t-il des petites sœurs qui vont aider leur femme à s'installer? Mais le problème qui s'est posé à ce niveau, c'est que, n'est-ce pas, on nous amène là-bas pour bercer les enfants qu'elle va accoucher. Voilà le sentiment que nous, on n'avait pas, qui est né comme ça, dans des années, milieu des années 80. N'est-ce pas, on m'envoie là-bas pour être la nounou des enfants. Vraiment, voilà, non, on ne peut pas. Au point où les familles, est-ce qu'on n'a pas passé, la décision ne venait même pas des mariés. Ça venait de deux familles dans le processus de la dot. Il travaille où? Il est fonctionnaire, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'il travaille dans un stable? Comment ça se fait? Parce qu'en fait, en définitive, le problème, c'est d'accompagner les deux époux à pouvoir s'émanciper comme ils veulent. Parce que l'un et l'autre ont eu l'éducation auprès de leurs parents respectifs. C'est ça qui ne se traduit pas. Au moindre problème, chacun a son. Ici, donc, cette fille qui est devenue comme un virus plus que Corona dans ce couple, ouais. Justement, elle est montée par qui? Parce que vous ne pouvez pas, elle a son frère aîné qui est marié à Hilary. Vous n'avez pas l'impression qu'ils ont la même éducation. Ou alors, peut-être l'éducation donnée à son frère aîné est différente, parce qu'on dit toujours que les enfants, les aînés, les parents mettent l'œil, ils donnent une... Et il y a un relâchement pour ceux qui viennent. Parce que vous voyez là que le garçon, lui, il semble avoir eu l'éducation des parents dans lequel aimer tes frères et tes soeurs, il faut faire confiance et tout. Mais il oublie qu'on lui a demandé, ou alors on lui a donné la fille d'autrui pour effectivement partager et être sa moitié, donc partager sa vie quotidienne. Donc c'est cette équation-là qu'il n'a pas su intégrer. Donc en fait c'est là le problème. Mais le drame, c'est lui qui perd. Il ne faut pas qu'il se perde dans l'alcool. Il ne pense pas au foyer. Il a déjà une femme qui n'a pas divorcé et les enfants vont vivre comme un papa devrait ivrogne. Donc en fait il est désemparé, il est désaxé. Le problème lui revient parce que qui a pu monter sa sœur pour venir s'aimer au temps de discorde au sein de son couple? Et lui aussi, minimum, il n'y a plus de confiance avec sa femme, il n'y a plus. Donc, en fait, c'est cette désorganisation. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois le problème. Vous, les jeunes aujourd'hui, apprenez à entrer à l'école du mariage. C'est vos choses. Où vous dites que, n'est-ce pas, j'ai aimé, mon cœur a flashé. C'est ça le problème, c'est ça la base du problème. On vous a très bien compris, bonbon. Ça ne veut pas dire que j'exclus ce qui s'est passé, mais la base pour qu'on n'en arrive pas là, c'est que éduquez-vous au mariage. On vous a très bien compris, bonbon Bengan. Très bien là-dessus. Cher Lamel Bachou, il y a quand même deux éléments qu'on peut dégager. D'un côté, c'est la famille à laquelle on appartient, qui devient problème, qui est un problème pour la famille que l'on crée. Et de l'autre côté, il y a l'impact, c'est-à-dire que, comme Dominique Audrey l'a très bien dit aujourd'hui, il y a le tribalisme, ou bien des scissions, un schisme qui se crée quand même. Je suis quand même surpris que cela arrive. Cela dénote du fait que cette famille est une famille hybride, qu'il ne maîtrise pas l'histoire, Monsieur Michel Ngachou. Parce que vous soyez à Bafang, que vous soyez à Banka, tous c'est des princes qui n'ont pas pu hériter en partie dans le Noun, à la chefferie Bamoun. Ouais. C'est un prince qui est parti du Noun, il n'a pas pu hériter, il est venu s'installer à Banka, ils ont créé. La maman est partie de là pour donner naissance au chef Banganté. Si le chef Banganté, la chefferie Banganté existe, c'est une femme qui est partie de la zone de Bafang pour aller faire un enfant. Donc Bafang et Banganté, c'est la même chose. Je vais plus loin, le grand-père des Bawok, que ce soit Bawok Balinyonga, Bawok Banganté ou Bawok de chef Roger, est Bafang. Chaque fois qu'il y a manifestation à Bawok Balinyonga, Bawok même de Banganté, c'est le chef Bafang qui est leur grand-père.
Ça ne se discute avec personne. Qui est le grand-père qui vient prendre ce qui lui est de droit, on commence par là. Donc, poser ce genre de débat, mariage, banganté, bafan, ça ne pose aucun problème. C'est des individus qui développent d'autres velléités. Donc ça, il faut balayer d'un revers de la main. Et surtout qu'il y a beaucoup de rituels qui sont faits. Quand vous vous retrouvez frappé à banganté, que ce soit banga fondi, que ce soit banga fokam, que ce soit banganté, quand vous vous retrouvez, parce que c'est des jumeaux, vous vous retrouvez à poser, on vous renvoie faire des rites de ce côté du Honkam. Donc, c'est pour dire que ça, vraiment, il raconte des histoires. Ça, il faut passer. Ça, c'était le côté. Alors, monsieur Michel Ngachou, il faut dire que les belles-sœurs sont les gendarmes de la famille. Vous ne cessez de le dire. Hein. Je le dis. Lorsqu'une femme entre convenablement dans une famille, je dis convenablement, c'est-à-dire qu'elle est passée par la cuisine. Pendant qu'elle cause, la maman lui raconte l'histoire de son fils. Elle lui dit, parle-moi de ses sœurs. La maman va dire que de toutes ses sœurs, celle dont tu dois te méfier. La maman le dit de manière subtile, celle dont tu dois te méfier, c'est Pauline. Pauline, c'est la plus dangereuse de toutes ses sœurs. C'est celle-là. Elle a un venin dangereux. On vous prépare. Voilà pourquoi Mbambok dit, allez à l'école du mariage. On vous prépare. Les premières personnes qui se mettent en front au fils lorsqu'il y a querelle entre les familles, ce n'est non pas, on va le dire, monsieur Michel Ngachou, les filles de la famille, mais c'est les belles filles. Lorsqu'il y avait des guerres entre les différents villages, on disait, oh, les Bamoun sont en train de venir attaquer, par exemple, Bafan. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les hommes Bafan qui ont pris des filles chez les Bamoun, on prend toutes ces filles, on met devant. Parlez à vos frères que c'est ici là que vous êtes, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, qu'on ne vient pas gâter. Rappelez-vous quand dans les années 90, on disait que les autochtones et les halogènes, ils doivent rentrer. Les premières filles qui à Yaoundé se mettaient devant pour dire qu'ils partent où? C'était les filles Betty qui disaient qu'on épousait des gars bandeliqués. Voici tous nos enfants qui sont ici là. Vous voulez les chasser, qui rentrent chez eux? Qui va élever? C'est vous qui allez élever nos enfants. Ça a cassé. Je vous le dis, je passe à mon vision. Bien sûr. Ça a cassé. Donc, si les femmes qu'on prend ailleurs, elles ont plus de respect. Je dis plus de respect. Je le dis ici, les femmes qu'on pas épousées ailleurs, c'est un trophée qu'on est parti prendre et on ramène. Elles ont plus de valeur. Pareil pour l'homme. L'homme qui est venu prendre une femme et qui allait, il a conservé la femme. Lorsqu'il arrive, on dit voilà les vrais beaux. Voilà nos vrais beaux. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas suffisamment entrée. Les Bangantais ont une façon de vivre. Ils ont une façon de se comporter. C'est un naturel qui leur est connu. Les Bafans ont une façon de vivre. Tous les ennemis ont une façon de vivre. Il ne faut pas regarder ces particularismes lorsque vous entrez. Encore comme vous l'avez très bien dit, entre Banganté et Bafan, il n'y a pas de différence. Je veux dire que c'est la même chose. C'est peut-être les terminologies qui peuvent... Il faut le savoir, mais quand vous restez à Douala et à Yaoundé, vous allez apprendre ça. Effectivement, on est Banganté, on est Bafan, c'est la même chose. C'est la même chose. Je dis, c'est la même chose. Donc, je vous explique pour dire donc que là, à ce niveau, ce qu'elle devrait faire, c'est apprendre. Elle n'a pas su qui était la belle-sœur. Si elle avait mené l'enquête, Mbobog l'a dit, c'est mon mari, c'est tout. Elle n'aurait pas validé dans la Elle n'aurait pas validé, oui. Elle ne l'aurait pas validé. Moi, je peux vous dire, oui, je peux vous dire... Attendez, je connais, attention, je connais toutes mes belles... Je connais chacune qui est dangereuse, qui peut piquer. Oui, même avant de former une phrase, vous connaissez que celle-ci, si je pose mal un verbe, elle peut prendre feu. Absolument. Donc, on manage. Il faut connaître. Et ça, beaucoup de jeunes filles entrent en disant, ah, c'est mon mari, ah, c'est ceci. Lorsque vous vous retrouvez confronté à ça, vous allez poser la pire bêtise. Et la pire bêtise serait d'entrer en conflit facial avec la fille. Non. Les belles sœurs ont toujours des appuis, ne l'oubliez jamais. Très bien. Et c'est ça qu'elle subit. Allez, Mais elle a gâté le mariage. On en reparle. Son mariage est gâté. Nous, on imagine un mariage comme heureux. C'est le bonheur qu'on voit dans le mariage. Quand tu ne réussis pas, le danger n'est pas... N'est-ce pas? Est-ce que ma chambre est encore chez mon père? Non, c'est pas ça. C'est de singer les femmes sur le plateau. Non, nous voulons que les femmes soient heureuses. C'est de singer les elle a femmes. dit quelque chose. Depuis 1222, nous avons consigné. Nous voulons les femmes heureuses. Arrêtez vos sœurs. Juste, j'ai un dernier point que j'ai noté. Attendez, on va revenir sur ce point. On a une dame sur le plateau qui est très calme depuis le début de l'émission. On ne sait pas trop pourquoi, mais qui donne son avis quand même. Et il y a une histoire qui est bien présentée ce matin. Karine Santia, qu'est-ce que ça vous inspire véritablement? Quel regard vous Je vais d'abord lancer un avis aux belles-sœurs.
Tu en as une, mon ça. Il n'y a pas de problème. Une bonne belle-sœur. Quand vous entrez dans le foyer de quelqu'un, si vous avez les longs ongles, mettez-les au sol. Enfouissez-les dans le sol et arrêtez de détruire les gens. Vous ne pouvez pas quitter de votre mariage qui a raté, venir aussi gâter le mariage d'une autre jeune fille qui fait tout pour que ça marche. Mais arrêtez. Vous parlez de quoi? Gendarme, militaire, c'est quoi? On fait quoi avec? Si vous ne pouvez pas défendre votre frère, arrêtez de détruire les gens. Vous venez trouver quelqu'un dans sa maison, maintenant vous dites, elle donne trop. Elle donne trop la viande à son mari. C'est toi qui devais manger la viande de mon mari. Mais c'est grave. Écoutez même les critiques qu'elle donne à sa belle-soeur, qui est sa femme. Elle ne lui dit pas que non, si tu ne peux pas, ne mets pas trop. Elle dit qu'elle dort trop. D'abord même, tu éduques mal l'enfant. Si elle éduquait bien l'enfant, elle fait quoi dehors, hors de la maison de son mari? Si elle était une si bonne femme, avec tous ses bons caractères, ce bon comportement qu'elle a dans ma maison, elle fait quoi hors de la maison de son mari? Arrêtez de penser que vous êtes des donneuses de leçons. Mais gendarme vous-même, si c'est une insulte. Il faut qu'à un moment donné, chacun connaisse sa place. Chacun connaisse sa place. La femme de votre frère n'est pas votre jouet. Ce n'est pas votre jouet. Vous devez la respecter autant que vous donnez du respect à votre frère. C'est obligatoire. Parce qu'elle quitte aussi d'une maison. Et vous êtes aussi une femme. Mais une femme comme celle-là qui a été rejetée et son frère, dont la pitié quand même s'est dit, il faut que je prenne ma soeur, que je la garde un instant. C'est pourquoi je dis que cette fille, Hilary, a été trop émotive. Moi, on dit souvent que les Africains ne connaissent pas observer leurs ennemis. C'est pas faux. Donc il ne faut pas qu'aujourd'hui on nous dise que vraiment elle n'a pas pu connaître qui était son ennemi. Voilà. Dans sa propre maison, elle nourrit. Elle donne tout. Mais là, elle lui dit qu'elle veut empoisonner son mari. Jusqu'à c'est elle qui dit maintenant comment mon mari doit manger dans ma maison. Mais vous vivez les films. Vous vivez les films. Je dis que il va choisir entre elle ou moi. Et je la mets dehors. Vous savez, parfois, quand vous êtes dans une certaine famille, les femmes qui sont arrivées dans les familles qu'on a détestées d'un coup sont les femmes qu'on finit par aimer bien. Par aimer, adopter, accepter et dire même que c'est la mère de tout le monde. Les femmes qui arrivent, on fait comme si on t'aime trop, on fait comme si on t'accepte trop. C'est les femmes qu'à la fin, à manière qu'on te vomit, on a l'impression que tu es le dernier des déchets. Et voilà comment elle est arrivée. Tout le monde a un peu gardé ses petits ongles. On dit non, on l'observe, on la garde un peu. D'ailleurs, elle aime déjà coucher, on va prendre soin et tout. Mais dès que le premier problème sort, pas, on ramasse les fausses accusations, les fausses insinuations. Justement parce que votre maman a décidé de venir arranger un problème dans votre maison. Karine Sontia, que dites-vous concrètement à cet homme? Moi, ce que je dis à cet homme, c'est pas l'homme qui a posé au problème, c'est la femme oui, qui a mais il faut posé moi le sauver. L'homme qui a posé, l'homme là, qui vit cette situation, c'est bien pour lui. Parce qu'il faut savoir écouter vos femmes d'abord. Parce que est-ce que la femme a refusé qu'on appelle la femme la belle-sœur à la maison? Vous ne pouvez pas passer la nuit, toutes vos nuits, avec une femme et accepter qu'elle veut vous tuer. Dans la même maison parce que votre soeur est venue. Vous pensez que si votre femme veut vous tuer, que ça coûte quoi? Donc elle a besoin d'un concours. Que quelqu'un vienne dire que vraiment ta femme, si elle mange, et si tu manges, il faut qu'elle mange d'abord. On vous a dit qu'elle a vraiment besoin de ça. Est-ce que vous savez que votre vrai diable n'est même pas celui qui vous prévient? Elle n'a pas besoin de tout ça. L'homme doit... C'est pourquoi je dis souvent, il y a des hommes qui ont abandonné la raison. Il y a des hommes qui ont abandonné la raison. Quelqu'un est dans son foyer et il n'arrive pas à cadrer sa soeur face à sa femme. Mais je mets de l'ordre dans mon foyer. Tu n'as pas le droit de venir parler à ma femme comme ça. Très bien. Et vous voyez que la femme, pendant tout ce temps qu'elle vivait cela, elle n'a jamais parlé de ça à son mari. Elle n'a jamais expliqué parce qu'elle s'est dit que bon, elle est de passage et puis elle va partir. On lui donne même une boutique que va là-bas, gère, loue ta maison et tout. Elle réussit quand même à avoir de l'impact dans son foyer. Vous savez, les derniers de la classe, ceux qui échouent sciemment, ne veulent jamais tomber seuls. Et comme ça n'a pas marché, il faut que pour cette fille ne marche pas. Et elle fait quoi des enfants que cet homme a avec cette fille? Là, c'est la bonne question, justement. On va peut-être la renvoyer, cette question-là, à Dominique Audrey Oyengelek ce matin, qui doit quand même nous donner son avis au-delà d'encadrer les enfants, sauver l'homme et même la fille. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette famille-là aujourd'hui? Il faut de toutes les façons restaurer le bien-être en son sein, Dominique Audrey. Oui, et le bien-être, il faudrait d'abord que ça passe par une réparation personnelle. Il faudrait que Hilary se retrouve avec elle-même. Imaginez, vous êtes avec votre homme à la maison et qu'il suffit que quelqu'un, sa soeur, balance du gros n'importe quoi comme ça, qu'il vous mette à la porte avec votre enfant, il vous renvoie d'abord chez vous parce qu'il ne vous fait pas confiance. Ça crée une sorte de manque de confiance
envers la personne qui est en face. Ça va créer une sorte de déséquilibre, même dans le mental des enfants qui ne comprendront pas pourquoi on n'est plus avec papa, pourquoi. Moi, je me serais attendue à ce qu'on dise que vraiment, Hilary, c'est une bonne femme parce qu'elle a accepté que sa belle-sœur vienne vivre chez elle. Peut-être on connaît le comportement des belles-sœurs et tout, mais ça, c'est leur caractère. Est-ce que si ma belle-sœur est sauvage et mal élevée, je suis obligée de subir ça? Elle a été très pondérée, elle est très polie, très polie. Moi, je n'ai pas ça en partage. Je n'ai pas ça en partage. Il ne faut pas que dans les belles familles, qu'on pense que parce qu'on vient épouser une femme, elle devient le marchepied. Mince. Parce qu'il ne faut pas penser que quand on se marie avec un homme, c'est parce que vraiment on n'a pas mieux. C'était le dernier espoir, c'est le dernier sur la terre. À part ça, vraiment, on était perdus. Non. Mais si on avait mieux, on ne serait pas là, Dominique Audrey. C'est la femme qui choisit l'homme. C'est elle qui choisit. Hein. C'est la femme qui choisit l'homme. Donc... Allons-y, Dominique. On poursuit. Oui, ce que je veux dire, c'est que puisqu'elle est revenue chez elle maintenant, il faudrait qu'elle revoie les choses avec son mari, qu'elle travaille d'abord. C'est quoi d'abord ces femmes qui acceptent que l'homme demande que vous ne travaillez pas? Mais vous restez à la maison. Pourquoi? Maintenant, il vous met dehors parce que sa mère et sa soeur et sa famille, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents. On vous met dehors, vous rentrez chez vos parents. Si vous aviez un travail, vous aurez pu vous louer votre maison et là, il devait marcher comme vous voulez. Les femmes doivent travailler. Les femmes doivent être indépendantes d'abord financièrement et après émotionnellement des hommes en ce qui concerne les couples. Indépendance émotionnelle, Dominique Audrey? Oui, ça veut dire que si tu n'es pas là, ça me fait mal, mais bon, je peux vivre avec. Parce qu'il y a des femmes qui restent tellement accrochées à ce qu'elles pensent être l'amour avec des hommes qu'elles se disent que s'il n'est pas là, vraiment, je ne peux pas. Non. Ça fait bouillir Charlamel. Il faudrait, ça va aller, ça va aller. On va éteindre le feu, ça va aller. Donc, Hilary doit se trouver un travail. Hilary doit sortir des jupons de ce mari. Elle dit qu'il cotise pour elle tous les mois, mais lorsque tu vas bouffer, tu prends son argent, tu lui donnes. Non. Ce n'est pas pour toi, tu es juste la personne qui part déposer l'argent à la tontine. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Les femmes doivent être indépendantes des hommes. Ça ne va rien changer la relation, mais au moins, il y aura du respect, on sera à égalité. D'accord. Dominique Audrey ce matin, Charlamel, vraiment, je ne sais pas, on est tenu par le temps. Monsieur Michel, est-ce qu'on est d'accord quand même qu'en une minute on peut le faire? Monsieur Michel Ngachou, En une minute, on Monsieur peut parler. Michel Ngachou, je ne veux pas être long. Son CV. On comprend pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes filles ne vont pas en mariage avec des tels raisonnements tels que placés par Dominique Audrey, où lorsqu'une femme va en mariage, le mois, elle continue à employer le jeu. Le jeu est nocif dans le mariage. Très nocif, je dis extrêmement nocif dans le mariage et on voit les conséquences. Ouais, vous savez, on a résolu cette affaire. L'homme, quand il dit qu'il a mangé, si on a préparé le poulet, la partie de l'homme chez les Bantous, c'est le gésier. Je ne sais pas pourquoi tu vas me mettre 1000 viandes. Lorsque j'ai retrouvé le gésier, je peux accompagner. Lorsque c'est le bœuf, c'est la queue de bœuf. Il y a des parties spéciales que chaque femme devrait savoir. Pour l'homme, pareil pour la chèvre. Vous mettez 1000 morceaux de viande. Oui, vous allez donner goût à l'homme. L'homme va rentrer dans cette stratégie en disant, je rationne bien à ma femme. Le jour où vous allez dire que c'est mauvais au marché, il va se poser des questions. La grande sœur, en venant jouer son rôle, n'est pas que bête. Permettez-moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Elle est même folle. La belle-sœur n'a pas, quand on vous insulte, ne vous contentez pas de voir les coups de poing. Voyez aussi les crachats. Et dans ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de vérité. Elle emploie une expression. Le seul homme que j'ai connu, lorsqu'elle dit une préméditation, a posé l'infidélité, un acte d'infidélité. C'est ce qu'elle a posé dans l'histoire. Le seul homme que j'ai connu. Je termine avec une petite anecdote. Une famille s'est divisée à cause d'une bouteille de whisky. Le mari, connaissant que son beau-père aimait boire le whisky, il a attendu que son beau-père arrive, il a sorti une bouteille de whisky, il l'a posée sur la table. Le père, à peine s'est servi un verre, il a pris, il a allé garder. Le simple fait d'avoir récupéré la bouteille devant le beau-père, déjà posé, il a allé garder. Ça a divisé toute une famille. Le diable réside dans des petits gestes. Et en famille, attention, méfiez-vous. Le mariage est un autre logiciel. Si le mariage est facile, que sa belle-sœur se marie. Il fallait qu'elle reste dans le mariage là. Elle est sortie pourquoi? Avec si c'est bien. On va bien faire. On va bien faire. Bon, on va bien voulu réagir, mais
on est tenu justement par le temps. Bon, vraiment. Non, après, non, vous une me chose, permettez- le mariage, c'est la complémentarité. Très bien. Cette affaire où on dit, On la n'a pas femme dit. doit être autonome. La femme, c'est des conneries. Non. La femme a toujours été autonome. Parce qu'en fait, c'est elle qui détient la grenier. Pas ici. D'accord. C'est elle qui détient. Et ils sont ici. dans un logiciel qui ne comprennent même pas les téléspectateurs- générations de 90 là. Les téléspectateurs, Chère justement... belle-sœur, mariez-vous, donnons- laissez vos frères en paix. Merci. Téléspectateurs, nous on vous regarde, vous nous regardez en même temps. Vous avez la page 10-12 Le Zénith sur Facebook. Vous avez la page Equinox Télévision également sur Facebook. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Que vous inspire justement ce sujet ce matin? Quel conseil pour Hilary, peut-être aussi de son mari qui nous regarde certainement ce matin? Et surtout, quel conseil renvoyez-vous aux belles sœurs ce matin qui nous regardent? Certainement, vous aussi, femmes, vous êtes des belles sœurs. Comment vous comporteriez-vous si vous étiez chez votre frère dans ce cas-là? Allons rapidement, Dominique Audrey, on en reparlera tout à l'heure. Allons rapidement, madame, messieurs, revoir avec Charles Amel Battu ce matin ce qu'il nous a proposé. Ce qu'il va nous proposer, c'est qu'il a préparé et goupillé pour nous dans le cadre de la colère. Voici la colère de Charles Amel Battu. Je m'interroge ce jour sur la question de la maltraitance des Camerounais à l'étranger. Les Camerounais de l'étranger, les Camerounais résidant à l'étranger vivent mal. La relation qui unit leur terre d'accueil, la relation qui les unit à leur terre natale, pour parler trivialement, est véritablement en lambeaux. Le Cameroun compterait plus de 8 millions de ses ressortissants disséminés de par le monde, dont 50 000 au Gabon, Guinée équatoriale 16 000, Nigeria plus de 3 millions, Côte d'Ivoire 6 000, Soudan 5 000, Suisse 4 200, France 150 000, Allemagne plus de 10 000, Pays-Bas plus de 10 000, Belgique 15 000, Canada 1 million et plus, États-Unis 1 500 000 environ, avec plus de 300 000 naturalisés américains, Maroc 1000, Algérie 3 000 et le reste disséminé dans le monde, Australie, Afrique du Sud et tout. Comment comprendre donc que les Camerounais, pour ceux dont on a cité, soient victimes de quelque violence que ce soit et qu'ils ne parviennent à trouver de réconfort dans les différents postes consulaires? Comment comprendre ce mépris que les autorités camerounaises ont vis-à-vis de leurs compatriotes? Comment comprendre que les Camerounais ne cessent d'être la risée de tous dans le monde entier? Il suffit de voir ce qu'on appelle désormais les clashs qui existent entre les différentes communautés sur Facebook pour comprendre de quoi est-ce qu'il en retourne. Quand ça tourne sur la Côte d'Ivoire, c'est l'acharnement des Camerounais. Quand ça concerne le Cameroun, c'est des Ivoiriens, vice-versa, dans presque tous les pays. D'ailleurs, dites-moi, quel est l'effectif de la diaspora camerounaise? A-t-on déjà pensé à faire un recensement exhaustif des dits Camerounais? Peut-on dire, comme les autres, que la carte consulaire du Cameroun se bat à couvrir tous les pays d'immigration? Comment comprendre, alors que même dans les pays pourvus de postes consulaires, la situation des Camerounais soit des plus alambiquée qu'ils soient? Comment comprendre toutes ces souffrances que les Camerounais vivent à l'étranger? Fuyant la désillusion qu'offre leur pays, de nombreux Camerounais s'envolent à la recherche d'un avenir radieux, recrutés pour la plupart dans les restaurants, entreprises, dockers, ménages, comme agents de nettoyage, nounous pour enfants, jeunes filles au père, cuisiniers, chauffeurs, précepteurs pour l'enseignement des langues étrangères comme le français et d'autres intégrés comme des techniciens. Lorsqu'ils ont des situations, des problèmes avec leurs différentes entreprises, à défaut de pouvoir saisir les juridictions, ils se rabattent vers l'ambassade. Comment les traite-t-on? Les Camerounais de l'extérieur
sont parfois obligés de prendre des nationalités africaines autres pour jouir de la protection de ces pays. Cas du Nigeria, où vous avez de nombreux Camerounais qui finissent par devenir Nigérians, Gabonais et j'en passe, parce qu'ils savent qu'à la moindre occasion, leur pays, entre guillemets, se battra pour eux, alors que le véritable pays d'origine va en convoquer ce qu'ils appellent le sacro-saint principe de la neutralité. Rappelons-nous des cas de racisme en Europe, au Barcelone, pour ce qui était des taux, un cas, on peut dire, isolé. Rappelons-nous des cas de ces jeunes filles du Koweït. Rappelons-nous du dernier cas en Chine. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? A-t-on seulement convoqué une seule fois l'ambassadeur? Que non. Nombre des hommes et femmes déchantent rapidement en Europe lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une situation, au lieu d'être aidés, au lieu d'être soutenus, que non. Le dernier cas en date qui a défrayé la chronique dans les médias nationaux concernant ceux des Africains en général et des Camerounais qui ont été traités comme de la merde en Chine, a réveillé et a démontré au monde entier qu'on peut compter sur tout, sauf la diplomatie camerounaise. Savez-vous que la diaspora camerounaise vit plusieurs maux, notamment des problèmes de discrimination, racisme, arrestation arbitraire, xénophobie de la part de groupes organisés ou d'individus à motivation diverses, des problèmes de maltraitance volontaire et préméditée, rattachable soit au tempérament collectif dans le pays d'accueil, soit à une image négative et déformée du Cameroun entretenue paradoxalement par certains Camerounais. Chaque fois qu'ils font appel aux autorités, bouche cousue, silence, on travaille. S'il vous plaît, aidez-nous. La situation est très mauvaise ici. Avait-on entendu de la part de ces étudiants bloqués en Chine qui attendaient que l'État finance? Ils étaient à la porte. On se rappelle en Tunisie, on se rappelle au Maroc, on se rappelle en Russie tout récemment. On était en train d'affréter leur avion, sauf que le coronavirus est venu quelque peu les sauver. Les appels, c'est tous les jours. Rappelons-nous des cas de la Guinée équatoriale, du Gabon, de l'Afrique du Sud, de la Libye, de la Russie et tout récemment ces Chinois. En octobre 2015, on se souvient de ce viol collectif d'une migrante camerounaise à Oran qui avait fait scandale à raison du crime, mais aussi des difficultés pour elle à se faire soigner et à porter plainte. Qu'avait fait son ambassade? Madame, Monsieur, ce matin, la colère de Charles Amel Batio justifiée. Et on se demande véritablement, est-ce que le chef de l'État, Paul Biya, est au courant de ces situations? Pendant des années, plus que jamais, des revendications vont dans ce sens. A-t-on le sentiment que Paul Biya aura-t-il oublié les Camerounais de la diaspora? Et là, il pose bien évidemment la question ou encore le problème. Il dit qu'ils sont un peu plus de 8 millions disséminés à travers l'Afrique et même à travers le monde. Lorsqu'on regarde les cas de racisme, on a quand même en droit de se demander, est-ce que le Camerounais se sentira encore plus que jamais fier d'être Camerounais étant à l'extérieur? Il a d'ailleurs également évoqué cette réalité autour des ambassades. Une fois, lorsqu'on va à la représentation diplomatique pour se faire entendre, c'est plus que jamais compliqué. On peut également faire une référence simple sur les Camerounais qui récemment encore à Dubaï, plus que jamais, ont appelé le Cameroun à intervenir pendant que nous y sommes. Il y a un dernier communiqué qui est resté béant, on attend encore. Mbamban Bengan, situation forte quand même. Réaction, regard, objectif, sincère. Est-ce que les Africains, notamment les Camerounais, ne sont-ils pas devenus des esclaves dont leurs bourreaux résident dans leurs pays respectifs, notamment au Cameroun? En fait, pour comprendre le problème qui se passe aujourd'hui avec les Camerounais, ou alors le comportement des autorités camerounaises à l'endroit de leurs compatriotes qui vivent à l'extérieur, il faut entrer dans l'esprit de la loi numéro 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Cette loi a été adoptée, a été votée à l'Assemblée nationale et promulguée par Amadou Ahidjo pour une raison simple. Là, on parle de l'esprit de la loi. Le président Paul Biya, en 1967 encore, était secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, président de la Commission nationale de bourse. Il se trouve que le syndicat des étudiants camerounais, qu'on appelle l'Union des étudiants camerounais, qui était avec C, qu'on a transformé avec K en 1958 pour montrer l'unité du Cameroun, avait
commençait déjà à, j'allais dire, qui était membre consultatif de cette commission nationale de bourse, émettait un certain nombre d'idées et orientait les choses. Mais comme la plupart des membres de ce syndicat n'étaient pas d'accord avec la politique mise en place, Ahidjo se sentait donc un peu menacé par la politique d'infiltration. Il recrutait ces étudiants qui étaient en fin d'études à travers les politiques d'infiltration. Bon, vous avez la DGRE, nous on a vécu plus. Le CEDOC, le DIRDOC, c'était beaucoup plus grave encore. Donc, ces étudiants avaient les fichiers. Il fallait donc imaginer qui est opposant et qui ne l'est pas. Et procéder ainsi. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, on a même interdit l'UNEC, l'Union des étudiants. Voilà l'esprit. Ce qui fait que cet ancien président de la Commission nationale de bourse, qui s'appelait Paul Biya à l'époque, devient président de la République. Lui, il reste avec l'esprit de la loi. C'est pour ça que cette loi existe encore. Il dit, il faut se méfier de ces Camerounais de l'étranger, on ne les maîtrise pas. C'est d'ailleurs pour cette raison, je vous le dis, qu'en créant l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, Ahidjo a dit qu'il ne peut pas lier cette école polytechnique à Polytechnique de Paris, parce qu'à Paris, c'est trop politique. Il faut aller en province. Donc, on est donc resté avec cet esprit, la loi. Et Ahidjo procédait comme ça, de telle manière que même le professeur Henri Ogbenlen, il le prend à Bordeaux en 77 pour venir dispenser les cours, mais par derrière, il veut tout faire pour qu'on lui enlève sa chaire de mathématiques à Bordeaux. Quand Ogben, au courant de ça, il rentre. Donc, il y avait des micmacs comme ça. Et on recrutait comment? Je vais vous donner cet exemple aussi. Le président du Soudan, entre 1971 et 1985, s'appelle Gafar El Nimeri. Son fils a un camarade de classe qui est camerounais au Soudan. Ils viennent à la maison, le président lui dit, mais toi tu es du camerounais. Il appelle Ahidjo, lui dit, mais est-ce que tu sais que tu es un enfant ici, mon fils, voilà. Dit, le gars vient, après tes études, tu viens, on le recrute, je ne vous donnerai pas le nom. Il est là, il a occupé de très hautes fonctions, il a d'ailleurs très bien travaillé. Donc en fait, c'est cet esprit qui reste aujourd'hui. On se méfie des Camerounais. Mais même ceux, comment je vais dire ça, que la DGRE considère comme patriotes, parce que les autres sont anti-patriotes, comme patriotes, vous voyez, qu'on ne les amène pas à occuper... On se méfie d'eux au point de les abandonner. Non, regardez même ce qui se passe. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans le fichier compatriotes, on fait tout pour qu'ils n'occupent pas les hautes fonctions dans le système des Nations Unies. Vous verrez, je pense que le dernier Camerounais à occuper les hautes fonctions, c'était Monet Kossor. Vous avez vu, est-ce que Vera Songa est même camerounaise en fait? Bon, d'accord, on peut se poser des questions. Donc, il y a comme ça, je veux dire, l'état du Cameroun n'est plus parce qu'on se méfie d'eux. Et c'est pour ça qu'il est donc question que, même si Mbombok, un de mes fils m'appelle, je ne sais pas moi en Belgique où, et il me dit, bon papa, tu vas rentrer avec la voiture parce que comme tu as importé les chèvres là, d'humiliation, et on va commencer à regarder, ils vont penser, c'est même quoi là? Quel est même cet enfant qui lui a donné là? Et cet enfant même c'est qui? Et même vous, Charles Lamel dit, bon, j'ai mon fils là qui va souvent à Dubaï, il doit m'apporter les vins, bon, c'est la saison des pluies. On va commencer à voir, mais le gars là même, il est dans quel comité de base? Bon, je vous dis, on est donc rentré comme ça et c'est ça qui nous bloque. Et vous voyez que ça perdure. Oui, ça perdure, ouais. Et en Afrique de l'Ouest, vous ne verrez pas. Quand Youssouf Ndour vient être ministre dans son pays, il a bien sa double nationalité. Mais maintenant, on y met donc tout. Même vous qui êtes simple commerçant, qui allez en Chine et qui venez ici, parce que votre conteneur est resté, vous voulez seulement revendiquer avec l'administration des douanes, ça devient un problème. Merci, Maman Bengan. Karine Sontia. C'est désolant. Karine Sontia, est-ce que, je posais la question tout à l'heure en Bombor, est-ce que l'État devient un bourreau pour ces enfants qui sont à l'extérieur et fait de ces enfants des esclaves de l'extérieur? Est-ce qu'on les vend? Même quand vous êtes ici, on les abandonne. On ne sait même pas qui sont tes enfants. Quand tu es un papa, tu dis que je ne sais même pas. Mais est-ce que c'est mes enfants? Merci. Je dis, voilà. Est-ce que c'est quand vous êtes ici que vous êtes les enfants de l'État? Ça, c'est la question que je vous pose.
Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'extérieur? L'État du Cameroun a pour spécialité l'abandon des citoyens. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Même quand vous êtes seulement ici, en petite Guinée, en Guinée équatoriale, ici à côté, on a de la peine à prendre soin de vous. On vous rapatrie de la Guinée comme des espèces atteintes d'une grippe terrible et rare. Mais rien du tout, ça ne fait rien du tout à personne. Il suffit que la Guinée menace un peu de faire monter un mur pour qu'on se lève et tout, rien du tout, ça ne change rien. Notre État, le Cameroun, reconnaît ses citoyens quand il a besoin d'eux. C'est comme ça que ça se passe. À quel moment? Au moment où il faut faire les fonds de solidarité. Vous avez vu le communiqué de l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Comment est-ce qu'il demandait aux Camerounais de l'Amérique de contribuer au fonds de solidarité du chef de l'État. Les gouvernements camerounais reconnaissent encore qu'il y a des Camerounais à l'étranger quand il faut faire des élections. Vous avez vu les élections présidentielles, comment est-ce qu'on a mobilisé toute la diaspora pour pouvoir gagner dans toutes les circonscriptions. Là-bas, il y a des circonscriptions et pourtant la diaspora demande seulement d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, mais on ne donne pas. La diaspora demande seulement d'avoir quelques petits députés, mais on ne vous donne pas. Sauf que vous pouvez voter pour le président de la République. Vous voyez le paradoxe? Vous ne pouvez pas assister aux instants de décision, mais on vous appelle au grand dialogue national pour prendre vos contributions. Quand vous finissez de contribuer, de dire non, on veut qu'il y ait un ministère pour la diaspora, non, on veut des facilités foncières et tout, on veut aussi être représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout. Rien. Rien du tout. Vous ne valez que dalle à ce moment-là. Vous êtes important lorsque on a besoin de voix. Mais c'est grave parce que cette diaspora-là a encore réussi à se diviser. On réussit quand même à s'aimer entre vous de la haine pour que vous divisiez. Et là, on dit qu'il y a des patriotes, il y a des non-patriotes. Ouais. Et au final, vous allez voir que dans cette même diaspora, on vous dit qu'en Chine, par exemple, au tout début du coronavirus, les Camerounais de la Chine ont été les plus abandonnés. Pourquoi? Parce que les gars ont écrit même à l'ambassade de la Chine pour demander que l'ambassade vienne les aider parce qu'il fallait les soutenir en nutrition, il fallait soutenir ceux-là qui payaient des logements et autres. L'ambassade n'a rien fait du tout. Et lorsque le chef de l'État a donné 50 millions pour qu'on puisse venir en aide à ces derniers-là, je ne sais pas si la mallette de ces 50 millions est restée à Yaoundé ou bien ça a pris le vol et puis s'est calé en l'air. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ça a servi. Aucune information à ce niveau de toute façon. On n'a pas d'informations. Voilà. Et pour finir, on a quand même envie de savoir. On a des cerveaux à la diaspora. On a tellement de personnes qui pouvaient venir soutenir ce Cameroun mais on les voit comme des dangers. Et là, ils sont obligés de signer même les nationalités américaines et autres là. Effectivement, là, le temps de chuter. Est-ce que c'est ça justement, Dominique Audrey, qui peut amener ces Camerounais à se naturaliser et à changer de nationalité et à se dire, bon d'accord, notre pays ne nous accepte pas, nous on préfère vivre dehors? À devenir des Français par exemple. Parce que comme Américains, comme Canadiens. Non, laissez-moi vous dire pourquoi je prends l'exemple des Français. D'accord. En 2013, le président Paul Biya a annoncé, a signé une note qu'on a lue au niveau de la chaîne nationale qui annonçait la libération de 7 otages français. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte qu'il faille que ce soit des Français qui soient kidnappés par Boko Haram au Cameroun pour que on en parle, pour que la plus haute instance du Cameroun en parle. Moi, je ne vais pas citer les cas des Camerounais qui sont encore vivants et qu'on n'a rien pu faire pour eux. Moi, je vais citer les morts. En 2014, en Chine, un Camerounais, un artiste, est mort alors qu'il sortait d'une prestation. En 2019, au Nigeria, un Camerounais a été assassiné avec son épouse. A été sauvagement agressé. Son épouse a été tuée. Le couple Ndoumbé est mort en 2004 en France. En 2008, Stéphane Kemenye est mort en France. En 2008, Fouet Fac est mort dans un centre où on retenait les sans-papiers. Moi, je m'arrête sur son cas. Que fait l'ambassade du Cameroun, par exemple, pour les Camerounais qui sont là-bas et sont sans papier? Parce que, si je me souviens bien, les prérogatives qui encadrent la fonction d'ambassadeur regroupent la protection de tous les ressortissants du pays d'où il vient. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des Camerounais qui meurent dans ces centres-là et qu'on ne communique pas là-dessus? L'ambassadeur est responsable de l'unité entre les Camerounais qui sont à l'étranger. Si on parle du cas, par exemple, de ce qu'on appelle la BAS, qu'a fait l'ambassadeur français
pour rallier l'ambassade du Cameroun, l'ambassadeur camerounais pour rallier toutes ces personnes-là, si on s'en tient à ce qu'est son rôle. Aujourd'hui, on les appelle à contribuer. Contribuer pourquoi? Donc, on a besoin de lorsqu'il faille qu'ils donnent du leur. Moi, aujourd'hui, encore, on parle des Camerounais qui sont à Istanbul, en Côte d'Ivoire, qui sont dehors. Mais la semaine dernière, je me rappelle qu'il y a un communiqué de Malabo qui a laissé ouvrir des frontières pour qu'une Camerounaise entre. Donc, conclusion, voilà. Conclusion, au Cameroun, si on n'est pas un étranger, on ne fait rien pour vous. Non, si on n'est pas, si on n'est pas spécial, on ne fait rien pour vous. Donc, conséquence, chacun se débrouille. Donc, on se débrouille au Cameroun de toutes les façons. On vous a très très bien compris là-dessus, Dominique Audrey Oyengelek. Madame, Monsieur, l'histoire de, peut-être pas l'histoire du jour, hein, mais la colère du jour vous inspire également. Vous qui êtes dans la diaspora, laissez-nous vos différents messages. Dites-nous comment vous vivez avec vos représentations diplomatiques là-bas. Et quel est le soin qui est approprié. Et nous interpellons rapidement ce matin. Enfin, nous saluons, n'est-ce pas, de la façon la plus cordiale, le ministre des Relations extérieures ce matin en lui disant: Monsieur le ministre, nous vous regardons et nous regardons en même temps la gouvernance camerounaise. Prenons une pause, madame, monsieur. Marquons là et retrouvons-nous par la suite avec vos différents messages. Bon retour, madame, messieurs, sur les antennes d'Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, ça se poursuit. Charlamel Mbachou, bien installé. Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, toute la famille au complet. Vous à l'écoute et surtout, vous nous regardez ce matin. Et quelques-uns, quand même, nous font savoir qu'ils ne nous regardent pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Rassurez-vous, l'équipe se met en place et va rapidement trouver des solutions à ce petit problème technique que nous connaissons ce matin. Allez, restez avec nous. On va rapidement, Charlamel Mbachou, rebondir sur cette colère du jour où vous êtes tout à fait gêné par la maltraitance des Camerounais dans la diaspora hors du Cameroun. Nous nous insurgeons du fait que l'État ait abandonné ses enfants, mais on a envie de bien comprendre. Il faut quand même que quelque chose soit fait et que les Camerounais de l'étranger se sentent plus que jamais Camerounais à l'extérieur et que la double nationalité, au moins, peut-être cette fois-ci, soit revue. Monsieur Michel Ngachou, nous étions en 2019 lorsque le président Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, félicitait l'ensemble de ses ambassadeurs en disant: le volet social des ambassades fonctionne mieux que la délivrance. Pour dire que toutes les ambassades, il y a un personnel. Est-ce que les ambassades, nos ambassades, ont le personnel compétent? Je vous dis non. C'est les membres de la famille. Je le dis à Mondovision, c'est les membres de la famille, c'est des copains, c'est des amis, c'est les enfants de certains responsables et gros barons de ce régime qui, lorsqu'ils viennent d'avoir le baccalauréat, on dit: bon, tu fais quoi? Tu restes à la maison, tu vas à Paris, tu vas... Allez voir, allez prendre les représentations qui résident à l'intérieur. Vous allez vous arracher les cheveux. Conséquence, vous avez le volet social. Rappelez-vous de cette comédienne malienne, Rokia Traoré, qui a été arrêtée, je pense bien. Elle avait des soucis avec le père de son enfant par rapport à la garde de l'enfant. Ouais. Vous avez vu comment l'ambassade du Mali s'est jetée, s'est gênée, a suivi le dossier. Mais mon Dieu, on aurait dit, c'est ça ce qu'on attend d'un ambassadeur. Vous avez des Camerounaises qui vivent les pires vicissitudes de la vie, qui vont frapper à la porte des différentes ambassades. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils encaissent des insultes. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'à l'étranger, il y a ce qu'on appelle les regroupements ethniques. J'appelle ça simplement. Vous allez voir communauté Bana. Dès que ça concerne un Bana, tous les Banas sont debout. Monsieur, ils vont sortir les avocats même du fond de la terre pour défendre. Parce qu'on a échoué. Les ambassades ont échoué. Nous n'avons plus de représentants. Vous avez la communauté Banganté. Vous avez la communauté Yabassi. Il y a des communautés. Lorsque ça concerne un de leurs, ce n'est pas l'ambassade. Ce n'est plus l'ambassade. Regardez même qu'en termes de sans-papiers, la façon même de s'entraider. Vous allez voir, je vais vous dire, monsieur Michel Ngachou, les Nigériens, pas ceux du Niger, vous savez, Nigeria, on les appellations parfois, je me perds à ce niveau. Vous savez, les gars s'arrangent. Lorsque les périodes comme l'hiver,
L'ambassadeur s'arrange du Niger en France. Il s'arrange pour trouver un espace pour les couvertures. sans papier, avec des couvertures. Voilà le rôle, c'est au moins, nous on ne peut pas vous héberger de peur de rentrer avec vous dans l'illégalité, mais on trouve des subterfuges pour vous permettre et vous faciliter la vie. Allez en Chine, allez en Allemagne, vous allez vous rendre compte que c'est cela. Le président Amadou Diop, il ne manquait pas, il avait ce qu'on appelait un voyage pour détection des talents. Chaque année, il organisait un voyage. Monsieur Michel Ngachou, il arrivait ici en France, il rencontre il est le président des jeunes Camerounais en France. Les gars viennent avec des fichiers en termes de compétences, ils viennent avec des propositions en disant, monsieur le président, voici ce qu'on peut faire. Comme vous êtes venu dans votre visite, voyez avec le président français les facilités qu'on peut vous accorder, nous sommes prêts à venir travailler pour le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous n'êtes pas avec le RDPC, vous n'êtes pas patriote. Vous ne chantez pas les louanges de X, vous n'êtes pas patriote. Par conséquent, vous devez être viré, vous devez être banni. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui avec cette diaspora. Les Camerounais sont abandonnés. Je termine avec cette dernière information, monsieur Michel Ngachou. Nous étions en décembre 2016. Un Camerounais, père de 2 enfants, a été poignardé à mort. C'était en Tunis, devant ses enfants. Camerounais. On a appelé les responsables des postes consulaires. Ils étaient occupés. C'est regrettable en même temps. Et je vais peut-être rapidement renchérir sur une histoire. Je ne la raconterai pas, mais vous envoyez encore aller regarder l'un des directs de Richard Bona qui a, dans ce direct-là, dit comment il a perdu sa nationalité camerounaise. Avec une histoire de passeport. Et on se demande effectivement, lorsqu'on a une icône, lorsqu'on a une valeur comme Richard Bona, lorsqu'on a un artiste de son talent, de son rang, lorsqu'on a l'un des artistes dont le droit d'auteur aujourd'hui à l'international et même au Cameroun ne souffre pas, on se demande qu'est-ce qu'on fait pour garder les fils et les filles du Cameroun à l'étranger. Alors nous on se retourne et on se demande, est-ce que le ministère des Relations extérieures, avec ses représentations diplomatiques, pense à ces Camerounais de l'étranger? Est-ce que le président de la République lui-même, dans sa politique jusqu'à aujourd'hui, a déjà au moins fait une proposition qui aille dans le sens justement d'un rassemblement, d'un regroupement de ces enfants camerounais autour de la... Oui. Au sein du parti politique. Ah d'accord, autour du RDPC. Non, même là-bas, on a peur des Camerounais de la diaspora. On va donner... Bon, permettez que l'on se retourne rapidement avec Dominique Audrey, qui voulait vraiment tout à l'heure renchérir sur son argument. Dominique Audrey, vous semblez nous faire savoir quand même que au-delà des morts, il y a des chiffres. Il y a énormément de chiffres. C'est vrai que je vous ai dit ici que vraiment les mathématiques, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a plein de chiffres. Et moi, je ne m'attarde que sur des morts parce que c'est le plus grave. J'estime que lorsqu'un Camerounais meurt à l'extérieur, ça doit servir de leçon pour qu'on n'enregistre plus ce genre de mort. Rendez-vous compte que vous êtes dans un pays, vous avez un ambassadeur et vous payez certainement des cotisations dans cette ambassade-là en tant que ressortissant camerounais. Ils savent comment ça se passe et que vous mouriez et que même un communiqué pour adresser les condoléances à votre famille, cet ambassadeur ne réagit pas. Et que même le moyen d'acheminer le corps jusqu'au Cameroun, c'est un autre parcours du combattant. Donc, honnêtement, on a envie de se dire, ça ne sert à rien pour les Camerounais d'avoir des ambassadeurs là-bas, puisque M. Mbachou l'a dit, plein ont finalement migré. Tout le monde voudra forcément devenir malien lorsqu'on entendra l'histoire de la dame de Madame Rokia Traoré. Oui, on aura forcément envie de devenir, ou bien on finit par se rendre compte que si on n'est pas étranger, on a droit à rien, on ne nous considère pas. Malheureusement, on ne peut pas tous devenir français ou maliens. Donc ça c'est une joie pour les Français d'avoir pu avoir leurs otages, d'avoir récupéré leurs ressortissants. C'est une joie pour le Mali que leurs enfants rentrent au pays et les Camerounais dans tout ça. Très bien. Rappelez-vous que lorsque la Guinée équatoriale avait décidé de chasser la majeure partie des ressortissants du Nigeria sur ses terres, le président nigérien avait envoyé tout un bâtiment, les gars allaient récupérer tous les ressortissants. Même en Afrique du Sud. Et on a vu la réaction... Tout un bâtiment, les gars allaient récupérer. Oui, et on a vu la réaction de l'ambassadeur nigérian qui a convoqué... Lorsqu'on a mis les Camerounais hors de leur maison. Voilà des réactions. Gars, ça fait honte. Ça fait honte. La vidéo où le consul grondait en Chine. Oui, en leur disant, voilà, regardez ça. Au-delà, quand même, il va falloir dire
Nous sommes Camerounais, nous sommes fiers d'être Camerounais, nous serons toujours fiers d'être Camerounais. Et nous vous regardons, vous qui êtes dirigeants, dans les yeux et vous disons humblement que plus que jamais secouez-vous parce que les choses vont changer. Le temps passe. Monsieur Gatchou, oui, j'ai l'impression que vous voulez enjoliver. C'est leur travail. Non, on n'a pas dit humblement. Dominique Audrey, nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. Nous resterons Camerounais. Et nous regardons justement ces autorités dans les yeux en leur disant secouez-vous parce que plus que jamais, les enfants du Cameroun doivent se sentir plus qu'heureux d'être Camerounais. C'est ce que je suis en train de dire. La seule chose à faire, c'est dissoudre, c'est virer tout le personnel de ces ambassades et ramener des vrais diplomates. Parce que les vrais diplomates sont à Yaoundé. Les vrais diplomates sont dans des bureaux à Yaoundé. Et donc, il faut qu'on mette des vrais diplomates à l'heure. Bon, Bengan réagit rapidement et on passe à la lecture des messages. Bon. Non, je dis on a peur des Camerounais, des étrangers. Ne vous fiez pas. Je prends un qui nous regarde là. Charlemagne, professeur Charlemagne Messanganyamdi. Ah oui. Ah ben, mais tout le monde connaît. Il a dit quoi? On se méfie des gens intelligents. On se méfie des gens qui ont des certaines entrées. Même quand vous êtes dans la même maison. Je le prends. Je vous dis oui. Vous, aujourd'hui, je comprends que le Cameroun ne commence pas avec vous, les enfants. Mais ça peut changer avec nous. Et pourquoi donc, effectivement, c'est pour ça que nous vous donnons le courage, que cette loi scélérate de 1968 ne sert à rien aujourd'hui. Puisque, en fait, notre équipe nationale de football est pleine d'étrangers. Comment Samuel Eto'o voyage avec un passeport espagnol? On fait quoi de lui? C'est un Camerounais. Il est Matip. Samuel Eto'o n'est pas le seul Camerounais à être avant de. Non, c'est ça l'esprit camerounais. Lorsqu'on prend un exemple, vous voulez contextualiser. Ce que c'est fait dire, ce que c'est fait comprendre, c'est que Samuel Eto'o, pour l'exemple qui a été pris, n'est pas le seul Camerounais à avoir dit, toute l'équipe nationale. Il y a même des ministres, il y a des autorités dans ce pays. Ils ne sont pas des nôtres. Je parle de l'équipe nationale du Cameroun, de Lions Indomptables, qui a atteint les quarts de finale en Italie en 90, avait au moins 11 étrangers. Au moins les deux frères Biik, les trois gardiens de but, Songo Bel et Nkono, les frères Biik, Pagal, Makanaki, tout, c'était des étrangers. Parce que peut-être en ces temps, vous êtes. Non, mais je vous prends donc ceux qui nous ont donné la plus grande. Et on a peur de lui. On a peur d'eux. Pourquoi on fait tout pour que Bell ne prenne pas la Fédération camerounaise de football? Bonne question. Pourquoi? Et vous pensez qu'il n'existe aucun Camerounais qui puisse représenter, qui puisse occuper les hautes fonctions à l'Organisation mondiale de la santé? Il ne va pas répéter ce qu'on lui demande. Ou bien à l'UNESCO ou n'importe où. Donc voilà, j'ai dit, même au sein du RDPC, il y a des gars valeureux. Pourquoi ne fait-on pas leur promotion? C'est précisément parce que c'est ça l'esprit de la loi de 68. C'est cet esprit-là qui guide encore nos dirigeants. Donc il nous appartient de nous armer de courage, je dirais même de témérité, pour qu'on bouscule. Et que les choses changent au moment Bengal. Allez, Karine Sontia, rapidement, quelques messages de nos téléspectateurs qui sont assez nombreux. Merci de les lire pour nous. Merci de Fantochou qui dit que je suis béninois et je suis ami avec beaucoup de Camerounais ici au Bénin et beaucoup se sont installés ici au Bénin après leurs études. Ils disent qu'ils ne veulent plus rentrer et certains ont même pris la nationalité béninoise. Votre gouvernement doit se reprendre et changer de politique vis-à-vis de ses administrés. C'est triste ça. Allez demander à Sir Richard Bonacieux la cause du changement de sa nationalité. Ah, c'est Tchemo Landry qui. Je vous donne donc le truc pour vous renseigner. Yannick Noah, moi je me cité. Yannick Noah était préparateur psychologique des Lions Indomptables. Il a un passeport français. Il est franc. Et vous savez ce qu'il avait dit au ministre Bargamboa? Il n'y a pas de Cameroun. Monsieur le ministre, je n'ai pas besoin de salaire. Même le transport. Dites-moi seulement, j'ai une compagnie française qui va m'amener partout où vous voulez. Vous voyez comment on tient des icônes. Et Richard Bona, même lorsqu'on dit par exemple que parfois pour des besoins de formalité, il faut d'abord prendre... Mais lorsque vous recevez un Richard Bona au coup de fil, c'est là où il doit donc exprimer ce qu'on appelle passeport express. On dit, mais Richard, généralement c'est un mois, tu es où? Tu peux venir demain? Voilà comment ça se fait. Donc voilà les gens qui doivent bénéficier de ces faveurs-là. Pourquoi Yannick Noah
vous dites qu'il est camerounais. Ce n'est Lui, pas hors une la femme. France, le traite comme ça. Si Yannick Il Noah est parmi les Français. appelle n'importe où, si vous êtes malchanceux, on va l'enlever du vol. Et on dit que Yannick n'est Noah pas doit une voyager. femme. Allez, Donc, Karine, on poursuit. parce que c'est une icône. Rappelez-vous de l'arche de Zoé. Non, Rappelez-vous de l'arche de Zoé au Tchad. Charles Hamel, le temps de lire quand même. Il faut lire nos téléspectateurs. Vous avez dit l'essentiel, si l'État brille par son abandon des populations locales au pays, accès aux soins, sécurité, éducation efficace et adaptée au contexte procédure administrative, à quoi s'attendre s'agissant de compatriotes vivant à l'étranger? Ah, c'est Raymond Epo qui nous écrit ce matin. Notre message par rapport à la colère du jour, j'ai juste envie de poser une question à Charles Hamel, de savoir si même nous qui sommes ici au pays, l'État s'occupe de nous. C'est pas de la diaspora qu'ils vont s'occuper. En 2014, le Koukouma a reçu une famille de Français qui avaient été kidnappés au nord du pays. Mais il n'a jamais rendu visite aux soldats camerounais blessés à la garnison. Pourtant, Idriss Déby l'a fait en Guinée et au Gabon alors c'est grave. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Certaines ambassades n'ont même personne pour les gérer. Les responsables sont au Cameroun et non au siège. Les ambassadeurs ne servent à rien, tout comme le Minrex. Si on ne reconnaît pas la double nationalité jusqu'à ce jour, ça veut tout dire. On ne gère pas les ressortissants de la diaspora comme s'ils ne sont pas aussi camerounais. Tony Franck Qui a développé le Sénégal, le Mali? C'est la diaspora. Alors, concernant l'histoire du jour, je dirais simplement que cette belle-sœur est une sorcière, il n'y a rien à dire. Si cela ne dépendait que de moi, ce genre de choses, que la famille vienne rester chez les mariés n'existerait pas. Que chacun reste chez lui, on se voit à la réunion familiale et l'homme reste le maître du jeu dans son foyer. C'est à lui de mettre les pendules à l'heure. Angelo Gallardo. Occidentalisation qui nous tient. Écoutez, on va peut-être pas s'arrêter rapidement là-dessus, mais on va donner l'occasion également à Karine Santia de rebondir rapidement sur la revue des réseaux sociaux. Et Karine, pour nous ce matin, vous nous avez trouvé des sujets. 14 véhicules offerts par l'OMS pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans la région du centre. Dotation réceptionnée ce mardi 28 avril par le gouverneur Nasseri Paul Beya et transmise aux responsables régionaux de santé publique de la région du centre. Mais je commence avec vous, Dominique Audry. Vous me permettez, Dominique Audry, je commence avec vous. Vous avez également vu comme plein de Camerounais ce message, cette information que l'OMS offre 14 véhicules avec chauffeur et carburant y compris, je pense bien. 14 véhicules, 14 chauffeurs. Il faut distinguer 14 chauffeurs et une dotation spéciale de carburant. Très bien. Pour le combat. Au moment où l'on est en train de combattre le Covid-19, où plus que jamais on a besoin des matières essentielles, est-ce que ce sont les voitures qui nous intéressent là maintenant? Que je vous dise vraiment ce que je pense. Oui, vraiment. La question n'est pas posée sur quelqu'un d'autre. On veut... Oyengele pense que ce qui se passe, c'est qu'on veut tuer les gens qui veulent nous sortir le commode là. Je veux dire qu'on veut embrouiller ça. On vous donne la voiture aujourd'hui et après on va vous dire non, laissez. Ouais, on vous donne la voiture, on va vous donner les masques, on va vous donner les produits, on va vous donner la chloroquine et tout ça. Non, ne vous fatiguez pas. C'est tout. Vous donnez... Les gens ont besoin de masques. Les gens ont besoin de gel. Vous donnez les voitures à qui? Pour que ces fameux représentants là commencent à nous éclabousser dans la rue avec les estampilles Covid et OMS, machin. C'est... Non, ça ne sert à rien. Vous êtes sans voix. Vraiment, ça ne sert à rien. On le constate très bien. Ça cache autre chose que moi je pense être quelque chose de machiavélique derrière. Merci. Charles Hamel Bachou, c'est quand même assez grave. Au moment où les Camerounais meurent, d'aucuns sont en pleine... d'aucuns vivent leurs difficultés sanitaires dans les hôpitaux. On est à plus de 1800 cas aujourd'hui. Le Cameroun est le deuxième pays le plus touché au sud du Sahara. Et on attend effectivement, ne serait-ce que des conseils de l'OMS ou encore même de ces médecins ou de ces épidémiologistes ou de ces chercheurs. On nous donne des voitures. Est-ce que c'est ce dont on a besoin maintenant? Monsieur Michel Ngachou, rappelez-vous qu'à peine on avait commencé à déclarer des cas en Afrique,
que le responsable de l'OMS était sorti pour dire qu'il a peur pour l'Afrique. L'Afrique doit se préparer au pire. C'est l'OMS qui avait fait cette déclaration. Ça avait provoqué un tollé où les Africains, de par le monde sur la toile, ont dit jamais ça ne passera pas. On va tout faire pour combattre le corona et aussitôt on s'est mis à l'œuvre. Voir une organisation qu'on pensait être sérieuse, je dis bien sérieuse, se retrouver à faire un don de 14 véhicules, 14 chauffeurs, une dotation en carburant pour combattre Corona. Ces voitures sont anti-Corona. Bonne question. Ces voitures ont un oxygène qui bloque l'entrée des virus. Je ne sais pas, il faut m'expliquer. Ces véhicules sont des véhicules budgétivores, des véhicules de consommation. Mais regardez ceux qui ont ces véhicules. Non, attendez. Un calcul a été fait. Si le véhicule revient à 80 millions et que vous avez 14 voitures, on a plus d'un milliard 200 millions. Mais c'est justement là où je voulais en venir en disant, on a besoin des masques. On n'a plus besoin. Moi, je dis, on n'a même plus besoin de gel hydroalcoolique. On a besoin des respirateurs. On a besoin des lits. On a besoin de la chloroquine. Tout ce que l'OMS trouve à faire, c'est faire ce type de don. Mais écoutez, il est temps que les Africains se lèvent. Moi, je dis, il faut lancer une pétition, sortir de cette histoire qu'on appelle l'OMS et créer ce qu'on appelle l'Union africaine de la santé, mettre au devant. On peut mettre même le président malgache, Macky Sall. Oui. On prend Macky Sall, on le place de Boari. On la Guinée équatoriale qui vient tout de suite, la Guinée équatoriale qui hier a affrété tout un avion. On les place, on les met devant pour essayer de gérer cette une pétition pour créer quoi? L'Union africaine de la santé. Et mais maintenant au Cameroun, peut-être au moins une pétition pour moi décrier cela et dire qu'on ne veut pas justement de ce don de l'OMS. Mais ils ont déceptionné, mais c'est pas honteux. Vous avez vu la joie? Regardez madame la responsable. Si vous avez vu les images sur Equinox Télévision, je vous assure, j'ai endommagé mon téléviseur. J'ai lancé la télécommande sur mon téléviseur, je l'ai endommagé. Je n'ai plus de télé, je vous dis la vérité. Je vous dis, je n'ai plus de télé. La femme a levé la main, elle a arrêté, fait une genuflexion. Fais une genuflexion. Souris, regardez les images de la télé hier. J'ai cassé mon téléviseur, monsieur Michel Gachou. Est-ce que je suis capable de vous en donner? Il vous faut au moins 200 000 pour une télévision. J'en suis pas capable de vous en donner. Je vais souffrir, monsieur. Que ferez-vous maintenant pour voir? C'est pas grave. Il faut te passer l'information, Charles Mbemba. Vous savez ce que c'est que la colère de voir des gens qui tombent? Vous avez vu les images de l'hôpital à Quintini, monsieur Michel Gachou? Une vidéo qui circule sur la toile. Vous voyez cette vidéo où les corps, on fait sortir des corps, ce n'est pas la blague. L'OMS, au lieu d'aider les pays africains, soit c'est ce vaccin-là, la compensation, c'est la première phase de la compensation, en donnant d'abord des véhicules. Pour aller où? Rouler où avec ce type de véhicule? Il fallait qu'on les donne des pick-up. Il fallait, vous rappelez des Range Rover, excusez-moi de parler, des Range Rover, les costauds Range Rover des Norvégiens, des Allemands, avec des roues qu'on envoyait pour véritablement aller dans... Mais attendez, des ambulances, on a besoin des ambulances, il n'y a pas d'ambulance. Benga, n'est-ce pas une humiliation de trop avec l'OMS, ce qu'on vit au Cameroun aujourd'hui? Je disais encore ici en début de semaine, d'abord en fin de semaine dernière, en début de semaine, que nos chefs d'État perpétuent le comptoir colonial. Vous avez l'impression que non. Je vous renvoie à un livre paru aux éditions Le Point en 1986. L'auteur s'appelle Tibor Mende. Le titre de l'aide à la recolonisation. En réalité, voilà comment on recolonise le continent. On a compris que l'opinion publique africaine est contre la domination du système des Nations Unies et que cette opinion publique africaine est en train de se mobiliser. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on voit donc comment on prend vos gouvernements, on met dans la poche. C'est là la mise à mort de l'opinion publique africaine. Vous allez faire comment si vous cassez une de ces voitures, si vous vous opposez? L'OMS est en train de pérenniser sa tuerie mondiale. Je pèse bien mes mots. Peut-être orchestré. Pérenniser, puisqu'il a commencé depuis longtemps. C'est le directeur général de l'OMS qui a dit qu'il va expérimenter les vaccins en Afrique alors qu'il y a plus de morts en Occident qu'en Afrique. Non, mais il ne l'a pas dit, mon bon. Je vous en prie. Non. Il a dit qu'il plaint l'Afrique. D'accord. En français simple, ça veut dire que... Il a dit l'Afrique. Le pays pourrait arriver en Afrique, mais il n'a pas dit qu'il me nous, les indigènes, nous avons
cette, j'allais dire quoi, cette priorité-là, nous on écoute vite, hein, on comprend vite vos discours là. Manipulez ça avec le français compliqué comme vous voulez, nous on sait. On va vous allez nous trouver là où vous voulez aller. On est en train de recoloniser le Cameroun. On est en train de recoloniser le Cameroun justement pour dire quoi? Pour dire que, ah oui, Cléda, faites vos choses, mais ça n'ira pas. Vous, Mbombok, l'association des sorciers guérisseurs du Cameroun avec Bingono, ça ne peut pas aller. L'association des médecins phytothérapeutes, garder vos potions là, bon, du charlatanisme, ça n'entrera pas. Et or, le quinquennat que nous appelons Cogmort, l'artémisia qui élimine le plasmodium dans le sang, on dit on n'en veut pas. On nous apporte encore les chloroquines qui sont une molécule synthétique qui va nous donner plus de malheur, de conséquences. Donc, en fait, on est en train de bloquer, l'OMS est en train de bloquer la recherche en Afrique. Il faudrait donc que nous, on s'en offusque. Et on dit non. Bon, donnons l'occasion à Karine qui veut quand même nous laisser un petit mot sur ce sujet avant de passer au prochain. Oui, l'OMS donne 14 voitures, on est content. Alors que nous-mêmes, on a donné les voitures au sous-préfet et au préfet ici, 64 voitures en 2018. On est content. C'est petit. C'était combien? 84? C'était 2 tours. Il y a eu 2 tours. Voilà. Nous-mêmes, on donne les voitures comme ça au sous-préfet. L'OMS vient de donner 14 voitures. On est content, on danse. Ahurissant, on fait toute une communication autour, on fait tout un Bataclan, mais c'est très grave. Non, il y a des choses en bas. Vous voyez, c'est que mes chers amis, les bakchiches qui viendront, vous savez pas, on est en train de nous tuer. Mais que les Africains dont ouvrent les yeux, que les Africains plus que jamais soient vigilants, même dans les hôpitaux aujourd'hui, vraiment il faut le dire, que les Africains plus que jamais soient vigilants. Il y a les faux morts de Covid aussi dans les hôpitaux déjà. Alors, on parle cette fois-ci, on va en Côte d'Ivoire, 20 années d'emprisonnement ferme pour Guillaume Soro, qui a été reconnu coupable de recel de deniers publics détournés et de blanchiment de capitaux. C'était hier, mardi 28 avril 2020, lors de son procès en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale et Premier ministre a été condamné à 20 années d'emprisonnement ferme par la justice ivoirienne avec des mesures de peine complémentaires de 4,5 millions de francs CFA d'amende, privation de droits et de paiement de dommages et intérêts à l'État de Côte d'Ivoire. Sur la toile, les avis vont de tous bords et certains pensent qu'il s'agit là de la réponse du berger à la bergère ou encore du retour d'ascenseur. Et lui-même, Guillaume Soro, qui vous dit que ne vous en faites pas. C'est une parodie de procès. C'est une parodie de procès. Et il sera candidat justement à cette élection d'octobre prochain. Allez, on va rapidement, vraiment avec votre permission, en 1 minute 30 chacun, rapidement balayer ce sujet. Dominique Audrey, je commence par vous. Guillaume Soro, il tient absolument à prendre ce pouvoir-là, il tient absolument à gérer la Côte d'Ivoire. En 1 minute 30, c'est quoi votre avis, malgré ses 20 ans de prison? C'est sa liberté, mais sauf qu'il dit qu'il va présider en étant en dehors de la Côte d'Ivoire. S'il veut effectivement qu'il revienne ici, moi honnêtement, j'ai pas trop envie de parler de ça parce que ici, c'est en Côte d'Ivoire. Ah d'accord, vous avez dit ici. Non, qu'il revienne en Afrique, qu'il revienne dans son pays et tout ça va se gérer là-bas. Pour les personnes qui ont suivi le procès, on a la personne, je ne sais pas comment on les appelle, c'est le procureur, a présenté un certain nombre de preuves qui l'incriminaient avec entre autres un enregistrement sonore qui laissait entendre qu'il y aurait insurrection et autres. Donc les preuves qu'on a présentées pendant le procès pourraient être vraies, mais maintenant lui de son côté, sa défense estime que c'est un enregistrement qui date de 2017 et qui est incomplet. Donc je pense qu'on va devoir scruter et regarder comment les choses vont se dérouler. Merci beaucoup. Mais vivement qu'il n'y ait plus ce qu'il y a eu déjà en Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, oui, le pouvoir, mais à quel prix? Le pouvoir en Côte d'Ivoire, on sait, quand on regarde depuis le décès de Fouad-Boigny, on a vu Henri Konan Bédié, on a vu le général Gueye, on a vu la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo, pour finir aujourd'hui avec Alassane Dramane Ouattara, Charles Mbachou. On va quand même dire que c'est plus que jamais compliqué en Côte d'Ivoire, mais lui, Guillaume Soro, tient absolument à gouverner ce pays. Chez nous, les Bantous, on ne donne pas la parole à celui qui a versé le sang. C'est ma réponse. Je ne peux pas le défendre. D'accord.
ancien chef de gare quand même, lui également, qui a poussé à la porte le président Laurent Gbagbo, et en s'installant d'ailleurs comme, je vais dire, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, il rend son tablier, se prononce comme candidat, et aujourd'hui, que de problème pour lui, Boman Bengan. C'était prévu. Son ami Blé Goudé le lui avait dit, quand il était, je pense, Premier ministre d'abord, il lui avait dit, Guillaume, il a dit, camarade, on t'utilise. Il faut penser à ce qui est arrivé à Fodé Sanko. Je me rappelle encore de ce discours de son ami et frère Blé Goudé. On va t'utiliser le jour où on n'aura plus besoin de toi, on va t'éjecter. Et Gbagbo a renchéri en disant, dans le meilleur des cas, tu vivras en exil. Donc, les milieux politiques sont violents. Il a pris une mauvaise option pour prendre le pouvoir. On est en train de lui retourner. Le drame, justement, c'est que il pense que le système Ouattara, ce n'est pas le système Ouattara, c'est la France-Afrique. Avait-il eu à l'intérieur, y avait-il eu quelque assurance qu'on allait lui dérouler le tapis rouge sur un boulevard? Ça ne se passe pas comme ça. Et je termine en disant, et c'est Sékou Touré qui disait, que lorsqu'on commence à traiter un chef d'État de bon, sachez, méfiez-vous de lui. On a dit que Houphouët-Boigny était un sage. Et après lui, alors, où se trouve la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas encore terminé. Ce qui se passe depuis 1993 en Côte d'Ivoire n'est pas encore terminé. Elle continue. Donc, moi, je lui dirais de rester calme, de laisser passer. Karim Santia, c'est quand même assez gênant pour lui, 20 ans, malgré que l'Organisation africaine des droits de l'homme ait demandé à ce qu'on puisse surseoir toute poursuite contre lui, et que la Côte d'Ivoire prenne sur elle de le condamner à son insu, 20 ans. C'est dit qu'on botte un peu, on touche toutes les institutions internationales, on s'en fout de ça, on se refait la constitution. Est-ce que son avion, il avait réussi à entrer en Côte d'Ivoire après son dernier voyage? Ce n'est pas que l'Union africaine qui est impliquée là-dedans. La crise en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez entendu l'Union africaine elle-même parler pendant longtemps, pendant tout le moment de la crise? Donc, ce n'est pas une crise qui va forcément impliquer l'Union africaine. Ça, c'est une situation qui est entre Guillaume Soro lui-même et l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, quand l'État vous dit que vous n'avez pas le droit de vous présenter à une élection, comment il va faire pour déposer sa candidature? Il faut bien se poser des questions. Comment il va faire? Il n'a plus ses droits civiques. L'Union africaine ne fait que des recommandations, ne donne pas des décisions. On sait en même temps que l'Union Deuxièmement, pourquoi la même Union africaine, avec Thabo Mbeki et Kofigo, ont voulu parler? On ne les a pas écoutés. Parce que Jean Pin, à l'époque président de la Commission, a brouillé les pistes. Donc voilà, l'Union africaine n'existe que sur le papier. Moi, je n'en ai pas. Quelle est cette Union africaine qui vit par le financement d'une autre Union européenne? On sait justement que l'Union africaine n'a aucun financement, uniquement, comme le dit Maman Bengan. Maintenant, Guillaume Soro sait. Il sait comment il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que va-t-il utiliser les mêmes moyens, ainsi de suite? Donc, c'est leur enfant. Il est l'enfant. Il n'a jamais eu le pouvoir. Si, il a été Premier ministre. D'accord. Il a été président de l'Assemblée nationale. Oui, après les accords de Marcoussi. Voilà, après quoi, je n'en sais rien, mais il est allé là, parce qu'il a fait couler le sang. Donc, comment va-t-il prendre le pouvoir d'État? Je n'en sais rien. Donc, allez, allons retrouver cette fois-ci au plateau B, cette fois-ci Constilamine, qui nous y attend ce matin avec le concept Salaka. Et Constilamine, vous avez encore pas mal de cadeaux pour vos nombreux téléspectateurs ce matin. Bien entendu, Eric, Michel, tu l'as si bien dit, hein, pas mal de cadeaux à l'endroit de tous les clients du concept Salaka pour le compte de cette semaine, avec bien sûr la fête du travail, qui sera bel et bien, quels que soient les cas, qui est un jour important. Alors, en parlant bien sûr des cadeaux, nous allons offrir des cache-nez à tous les clients qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis à partir de ce jour. Je dis bien, des cache-nez de très bonne qualité, des cache-nez lavables, des cache-nez d'origine. Vous les aurez gratuitement du côté du magasin 1001 tapis pour le compte, bien sûr, de cette belle journée commerciale. C'est le magasin 1001 tapis en plein cœur de Douala. Donc, que vous soyez à Yaoundé, que vous soyez à Garoua, en Gueulemendouka, dès que vous allez faire un achat du côté du magasin 1001 tapis, vous allez recevoir, bien entendu, dans votre commande, un cache-nez
bien sûr. Voilà donc l'un des échantillons de ce cache-nez. Regardez comment il se présente. Il sera donné gratuitement à tous les clients du concept Salaka. Nous allons tout de suite commencer par la présentation de notre détendeur intelligent. Oui, ce matin, nous allons présenter les avantages de ces détendeurs intelligents en cette période où vous êtes à la maison, en cette période où chacun a besoin de faire des économies. Il y a donc un détendeur intelligent qui vous permettra de faire des économies de votre gaz. C'est un détendeur qui a plusieurs avantages. Tout d'abord, il vérifie automatiquement le niveau de votre bouteille de gaz. C'est un détendeur qui communique avec son utilisateur. C'est un détendeur intelligent qui parle avec son utilisateur en lui permettant bien entendu de contrôler l'évolution de c'est-à-dire de sa bouteille de gaz. Le détendeur intelligent IGT permet également d'éviter les fuites de gaz. Il permet également d'économiser votre bouteille de gaz. Il a donc un côté économique. Et en plus de ces avantages, c'est un détendeur qui a 5 ans de garantie. Nous donnons 5 ans de garantie à tous ceux qui vont commander le détendeur intelligent et on l'utilise pendant 10 ans. Voilà donc pour ce qui est des avantages du détendeur intelligent qui est en vente au magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez-les à présent. N'attendez pas la fin du stock pour demander votre détendeur intelligent. À côté bien sûr du détendeur intelligent, on parle bien sûr de ce magnifique robot mixeur 2 balles. C'est un robot mixeur qui écrase les condiments secs, les condiments frais, les jus de fruits. Vous l'avez à 12 000 francs. Surtout qu'en ce moment, vous êtes tous à la maison. Plus besoin d'aller demander le robot mixeur chez le voisin, d'aller écraser les condiments chez le voisin, on ne sait jamais. On a également des fers à vapeur moyens à 7 500 francs. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, vous les avez à 7 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit à un ordinateur complet. Pour ceux qui veulent faire les cours à distance, pour ceux qui veulent faire les cours à la maison, occuper les enfants avec un ordinateur complet à 45 000, un ordinateur avec clavier, souris, bien entendu unité centrale à 45 000, le détendeur intelligent qui a été présenté tout à l'heure. Voilà le prix de votre détendeur intelligent. Ça ne sert à rien d'acheter des détendeurs chaque mois. Achetez un détendeur intelligent pour 10 ans d'utilisation à 12 000 francs. Il est dans le carton avec bien entendu son guide d'utilisation. Le détendeur intelligent. On a également bien sûr des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à partir de 16 000 pour la sécurité des appareils. Des régulateurs de tension numérique à partir de 16 000 francs. Ça se passe toujours au magasin 1001 tapis. Et je rappelle que c'est la double réduction. Regardez bien sûr les prix, c'est-à-dire les anciens prix. Et regardez le prix de maintenant. Vous allez constater qu'on a barré 2 prix pour maintenir un prix. Laptop Core de Dieu à 75 000. Un laptop qui a le Wi-Fi, 80 Go de disque dur pour les cours à distance, pour les cours en ligne, c'est l'occasion de les avoir. Des laptops numériques, des laptops de qualité, Core de Dieu à 75 000 francs. Les élèves, les enseignants, les étudiants, les travailleurs. On a également des grands robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 17 000. Et dit bien, robot mixeur 2 balles avec un système qui vous permet de tamiser vos fruits. Vous l'avez à 17 000 francs. Du côté du magasin 1001 tapis, la détente, l'information, le divertissement à la maison passe également par l'achat d'un woofer. Les enfants sont à la maison, les parents sont à la maison, ils ont besoin d'écouter la musique, ils ont besoin de faire la fête à la maison, ils ont besoin de célébrer le 1er mai à la maison. Des woofers à 28 000 francs du côté du magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Des imprimantes de caisse à 65 000, des imprimantes de caisse vendues ailleurs à plus de 200 000 francs. Vous les avez à 1001 tapis à 65 000. Imprimantes de caisse neuves dans le carton. Ceux qui ont besoin de garder les documents, ceux qui ont besoin de sécuriser les documents, les données, des clés USB, bien entendu 32 gigas, vous les avez à 8 500 francs du côté du magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. On parle également des rallonges d'origine 6 sorties. Vous les avez à 6 000. Surtout en ce moment où les enfants sont à la maison, évitez d'acheter les mauvais appareils. Achetez des rallonges de qualité. Vous les avez à 6 000 francs pour connecter tous vos appareils à la maison. Le détendeur intelligent, regardez comment il est nyanga. Ça permet de réduire
la consommation du gaz. Ça permet d'éviter les fuites à la maison. Nous allons mettre l'accent sur cette image avec la réalisation. Ce détendeur intelligent, il est d'origine danois. Il est dans le carton avec garantie, guide d'utilisation, facile à fixer. Chacun peut le fixer. Regardez comment il est. Il a un élément, une partie qui permet de contrôler le gaz, une partie qui permet d'assurer la sécurité de votre bouteille de gaz. Vous l'avez à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Les bouilloires pour bouillir de l'eau. Oh là 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 là, à 6 500 francs, les bouilloires en inox. Ça se passe au concept Salaka et nulle part ailleurs. Un laptop Core i5, 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi, webcam à 135 000 francs. Ah ben oui, pour les ingénieurs, les infographes, les topographes, les cours à distance, 135 000. Les étudiants sont à la maison, ils font des cours en ligne. Voilà le laptop pour les cours en ligne. On a également le grand fer à vapeur à 12 000 francs. Ça se passe encore et toujours au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Alors les lustres, vous les aviez à partir de 40 000. Le bien-être, la beauté, la décoration, c'est avec les lustres du magasin 1001 tapis à partir de 40 000 francs. Nous allons conclure cette vente avec des tapis de prière. On est en pleine période de Ramadan. Nous interpellons les musulmans, les catholiques pour des tapis de prière à 1000 francs au magasin 1001 tapis. Je rappelle, des cache-nez à offrir à tous les clients. Et un instant, voilà, n'oubliez surtout pas le détendeur intelligent que voici. Voilà son carton. Vous l'avez à 12 000 au magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin du stock. Évitez les incendies. Merci. Évitez les fuites de gaz à la maison. Merci. Détendeur à 12 000 à Salaka. Tosti Lamine, merci infiniment pour ce moment de vente sur les antennes Equinox Télévision dans le cadre de 10-12, le Zénith, madame, monsieur. Vous le savez, en ce moment, dans le septentrion, il y a un mémorandum qui est en train de circuler, qui parle encore de la discrimination des natifs dans l'armée, la gendarmerie et la police. On dit la justice, à deux poids, deux mesures contre, on dit par rapport aux enfants justement originaires de cette partie du Cameroun-là, dans le septentrion. Absence de formation sanitaire, ils s'en plaignent dans le Grand Nord. Suppression aérienne en direction de Ngaoundéré, Garoua, Marois et sous-représentation des populations du Grand Nord au Parlement. C'est des griefs qu'ils ont mentionnés dans ce mémorandum. On attend, et ce matin, il y a également eu une rechute rapidement qu'on peut lire dans un journal qui paraît dans le septentrion. Et on va quand même reconnaître, Bonbon Bengan, que au-delà de ce grief-là, avec le Covid-19, il y a une situation qui se pose. Cameco renvoie son personnel en chômage technique. C'est plus que grave pour le Cameroun, c'est plus que grave pour les entreprises. Le Covid est en train de sévir. Oui, mais absolument. D'abord, Camerco, le propriétaire de l'entreprise ne veut pas relancer l'entreprise. C'est ça le problème. Mais il a demandé une perfusion du MINFI quand même. Perfusion sur perfusion, ça déjà comprendre. Depuis Michel Forceau avec Camer, depuis... Je vous dis, le propriétaire de l'entreprise qui est l'État du Cameroun ne veut pas relancer la compagnie aérienne, c'est tout. Il y a des experts de cette affaire-là. J'ai parlé de Nounaï, plein de choses, ils ont parlé. On ne les écoute pas. Vous voulez quoi? On ne veut pas relancer cette entreprise. Ils l'ont transformée en gouffre à sous. Quand ils vont prendre les autres compagnies, ils payent cash. Pourquoi quand ils viennent à Camerco, les mêmes autorités ne payent pas? Ils viennent avec les bons qu'on ne paye pas. Non, c'est un problème de management. Le propriétaire de cette entreprise ne veut pas relancer l'entreprise, c'est tout. Charles Membachou, vous avez entendu parler quand même de cette mise en chômage technique à la Camerco? Monsieur Michel Ngachou, la charge salariale est plus importante que le bénéfice d'entreprise. Vous avez déjà vu ça où? Ça, avec la Camerco. Avec la Camerco. Oui. Attendez, c'est là, oui. Voilà l'une des entreprises dans l'aviation civile. C'est là où les normes sont respectées. Vous savez bien, quand vous avez un avion d'une capacité de temps, vous devez avoir tant nombre d'employés. Il n'y a pas de ça. Vous savez que vous allez desservir telle zone. Donc le nombre d'employés est connu. Vous allez au-delà, c'est que vous faites un mauvais management. Et tout de suite, Charles trouve de dire que les bénéfices sont moins il faut virer le superflu à Camerco. On commence par là. Virer le superflu, les recommander.
de la présidence, les recommandés des différents ministères, les recommandés, on les vire parce que c'est des personnes sans compétences. On maintient ceux qui ont des compétences désormais au niveau de Camerco. Vous allez vous rendre compte. La charge salariale, ils ne parviennent pas. Ils vont vivre de perfusion en perfusion. Oui, ils vont vivre. Allez, faites un tour. Les salaires. Mais qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, ils ne tournent plus. Les ressources vont venir d'où? C'est pour ça qu'ils ont besoin de la perfusion. Et en donnant la perfusion, on sait pourquoi on donne. On a les frais du village, on a des frais qu'on doit récompenser par rapport à la campagne électorale et tout ça. Il faut les calmer. Et vous savez également, pour les calmer, on a eu une situation récemment à Yaoundé, chez le 4e adjoint de la mairie de Yaoundé 4e, M. Amougou, où un homme se serait rendu chez lui disant: Monsieur le maire, je viens revendiquer l'argent que vous me devez parce que je suis marabout. J'ai travaillé pour vous pendant toute la période de la campagne et aujourd'hui, vous ne me donnez rien. Et vous savez ce qu'on lui a donné comme récompense? Il a été arrêté, molesté, on l'a mis dans des roues, il a été frappé, battu brutalement et aujourd'hui, et plus tard il a été renvoyé dans une brigade. Très vite, quand ça commence à monter, il est libéré et on se dit on n'en parle pas. On l'a quand même contacté, on lui a dit: Monsieur le maire, vous bien comprendre la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-moi à 13h, rappelez-moi à 12h, rappelez-moi à 14h. Jusqu'ici, on s'est dit, c'est pas un bon marabout. Un bon marabout ne revendique pas son paiement comme ça. Monsieur. Il te rend visite la nuit, il te dit tu paies, tu ne paies pas, il reste tranquille. Allez, on va d'abord donner l'occasion d'abord à Consilamine, qu'on retrouve rapidement. Consilamine, vous nous retrouvez cette fois-ci avec le concept Von Bio, toujours avec le concept Salaka pour le produit Von Bio. Voilà, bien entendu, tu l'as si bien dit, hein, c'est bel et bien le concept Salaka. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs que le concept Salaka est une idée originale de Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Alors, chers téléspectateurs, après donc la grande vente, bien sûr, de l'électroménager, des détendeurs, des robots mixeurs, nous laissons place à l'instant aux produits de santé. Alors, parce qu'on parle bien sûr de santé de plus en plus, j'attire également l'attention de tous les téléspectateurs. N'attendez pas à voir votre diabète, c'est compliqué. N'attendez pas à voir votre hémorroïde, bien sûr, c'est compliqué. Le concept Salaka a la solution du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Et parlant, bien sûr, des solutions, l'une, bien sûr, l'un des produits qui vous permettra d'éliminer totalement, bien entendu, c'est-à-dire d'éliminer l'hémorroïde, on l'a au magasin 1001 tapis. Mais à l'instant, nous allons commencer par le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire qui coûte toujours la somme de 5 500 francs. Ce complément alimentaire, il faudrait vous le rappeler, chers téléspectateurs, permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, les problèmes de tension, les problèmes de cholestérol. La solution, c'est le Von Bio Oméga 3. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également d'une lotion des diabétiques, d'un lait de toilette pour diabétiques. Le Von Bio Lotion, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs, toujours au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite parler des modalités de livraison. C'est important, bien sûr, de rappeler à tous les téléspectateurs comment commander un produit, un article au concept Salaka. Vous êtes hors de la ville de Douala, les numéros de téléphone, vous les avez, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit Von Bio Lotion, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes. Le principe est le même. Les numéros de téléphone, vous les avez. Vous passez votre commande, que ce soit par appel ou par SMS, à travers nos numéros de téléphone. Ceux qui sont dans la ville de Douala peuvent se rendre du côté du magasin 1001 tapis, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, ils peuvent appeler le concept Salaka, nous donner un point de rencontre et nous viendrons livrer leur commande sur place. Nos amis de Yaoundé, je le rappelle encore à tous les clients de Yaoundé, il faudrait tout simplement passer par les numéros du concept Salaka, passez votre commande, nous nous chargerons d'expédier les marchandises du côté de Yaoundé et vous allez les récupérer à l'agence de voyage United Express directement par le représentant du concept Salaka. Merci beaucoup et n'oubliez pas le Von Bio Oméga 3, la lotion des diabétiques et bien entendu votre pommade contre les hémorroïdes. Tous ces éléments sont en vente au magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika à Douala, Cameroun.
Constilamine, merci infiniment pour ce service ce matin. Charles Amembatou, vous voulez quand même nous laisser un petit mot avant de partir. Me semble-t-il, vous annoncez un décès? Oui, on va parler du décès du grand maître de l'ordre de Malte, celui qui était venu au Cameroun accompagner. Il a un nom très compliqué en comme ça. 2018, donc c'est très compliqué. Non, mais surtout, il y a Sanguini, il y a Sanguitini, un truc comme ça que vous avez vu. Sanguitini. Vous vous rappelez que ce qui m'a marqué, c'est la raison pour laquelle je vous faisais même ce commentaire, c'est le fait pour lui d'avoir pleuré quand il quittait le Cameroun. On se demandait pourquoi est-ce qu'il pleurait, quelle était l'intention. Dans tous les cas, on attend voir ce que les turiféraires de Yaoundé vont faire. Pour cela, parce qu'on sait d'office qu'on voit déjà sous cap des condoléances qui sont adressées. Il a été accueilli en grande pompe, on l'a ramené dans des amphis. Allez, vraiment, bon Bengal, merci à vous. J'aurais bien voulu quand même que vous saluiez aussi ce 4e adjoint-là, mais on verra ça plus tard. Carisson tient. Oui, à Yaoundé. Non, moi j'ai un problème avec son marabout. C'est pas un Les choses comme ça, on ne revendique pas un truc comme ça. Vous rendez visite la nuit. Est-ce que vous venez à faire devant les deux Merci à tous, merci à vous, madame, messieurs. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir.